Just what is it that you want to do? Well, we want to be free, and we want to have a good time, and that's what we're going to do. Okay, baby, let's go! We're going to have a good time. Là parce que le PQ était en perdition totale. Et c'est l'argent qui monte dans les sondages. C'était dans les élections de 2022. Oui, OK. Ah, oui. Puis moi, j'ai même dit, il y a un clip de moi qui, quand j'ai dit que j'étais souverainiste, que genre le monde a remis sur TikTok parce que je disais, selon moi, le PQ va jamais faire la souveraineté. J'ai dit ça genre en 2021. Mais je suis pas péquiste. Moi, je suis pas. En fait, je suis. T'es indépendantiste. C'est ça, je suis souverainiste, je suis québécois. Mais là, je présume que vous avez commencé. On a-tu commencé l'enregistrement? On a commencé l'enregistrement. OK. C'est correct pour le micro? Oui, c'est parfait. OK. Ouais. Puis, fait que, littéralement, moi, j'ai aimé l'entrevue avec Paul-Sylvain Plamondon parce que quand elle a fini, c'est le seul des candidats qui est venu me voir pour continuer la conversation. Puis là, on a continué à jaser en dehors de... C'était pas filmé, c'était pas... Il y avait pas de comme intérêt médiatique, genre, comme on est juste comme continué à parler. Cool, puis là, on parlait de ça, justement, parce que dans la discussion, j'avais parlé du speech de Parizeau, le vote ethnique, puis tout. Puis là, il voulait que je comprenne. Puis après, il y a tellement de gens qui me l'ont fait comprendre que s'il a pas dit comme... le vote ethnique, il a dit des votes ethniques, puis il voulait parler des associations communautaires qui ont dit aux gens comme les associations italiennes, les associations juives, qui ont fait un mouvement communautaire basé sur une certaine forme d'ethnicité pour voter non, se concerter ensemble. Fait que c'est ça qui faisait référence Jacques Parizeau, puis que c'était pas un commentaire raciste. Anyway, dans l'imaginaire, peu importe comme l'intellectualisation qu'on fait de ça, c'est ça le sentiment. Tu demandes à des gens, c'est ça la première chose qu'ils vont dire. Quand je suis allé dans des plateformes comme, disons, plus... comment dire? Plus... J'aime pas le terme diversité, mais comme plus... néo-québécoise, c'est la première chose comme moi je pense que parce qu'avant j'étais pas comme je suis souverainiste comme je veux que le Québec, j'étais comme je pense que ce serait de le fun, genre je sais pas, puis là tout le monde était comme mais le racisme, le vote ethnique, non, t'as pas peur d'être associé à ça. Ouais. Fait que là c'est pour ça que dans le tweet le gars c'était juste un raciste, il était comme ton sang est pas pur, blablabla. Puis j'étais littéralement en train de dire, je sais pas, c'était parce que j'aime ça dunk sur eux avec les gens. Tu sais, lui aime Paul-Sylvain Plamondon, je sais pas. Mais alors ça c'est intéressant. Entre la personnalité publique des élus pendant l'élection puis quand ils venaient en studio, est-ce que tu voyais une différence? Est-ce qu'il y en a qui sont pareils? Tout le monde était, honnêtement, moi, je vais te dire de quoi. Moi, je trouve que le traitement médiatique, puis ça, je l'ai dit aussi après sur Twitch, le traitement médiatique qu'on donnait à Dominique Anglade par rapport à sa personnalité, c'était jour et la nuit. C'était tellement quelqu'un de chaleureux. Elle était tellement gentille. Puis tout. Mais dans les médias, ils choisissaient tout le temps des photos d'elle où est-ce qu'elle est fâchée ou quand il y a des interventions. Fait que j'étais comme, oh my God, genre, j'avais comme une image d'elle. Puis même les gens qui ont écouté l'entrevue étaient comme, oh my God, OK, c'est pas... Puis il y a un format comme ça d'entrevue, pas de montage long. Tu vois vraiment plus les personnalités des gens. C'est pour ça que j'aime ça. C'est pour ça que, tu sais, quand je t'ai écrit pour venir à l'entrevue, je te disais, non, mais les podcasts, c'est important en politique, puis tout le monde va en faire. Puis là, juste après, il y a le Parti libéral du Canada sort une grosse démarche de repopularisation de Justin Trudeau, puis il faut qu'il aille sur des podcasts parce que c'est essentiel. Fait que c'est vraiment ça le futur des communications politiques, ces gens. Toi, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'était avec Jean-François Lisée. Oh mon Dieu. Puis c'est une bonne conversation, franchement. Et tu dis quelque chose au début, tu parles du fait qu'en France, il y a une culture du débat politique. Il y a des formats longs, d'émissions publiques, là, où c'est pas simplement une conversation. Tu as vraiment, pendant 1h30, on n'a pas ça au Québec, là, 1h30, tu vas poser des questions. 2h30, même Zemmour, Mélenchon, c'est 2h30. Et là, alors, tu as les débats, ils font les sujets sociaux, économiques, environnementaux, politique internationale. Il parle même du caractère du style politique. Et puis tu avais raison de dire qu'au Québec, on n'a pas ce type de format. Pas de format long. T'sais, on n'en a pas beaucoup. Puis les podcasts, c'est l'occasion de... c'est l'occasion de voir ce que les gens ont dans le ventre. Puis voir s'ils sont compétents, s'ils sont capables d'aborder plusieurs sujets en même temps, puis surtout les gens qui nous demandent de voter pour eux. Mais ça, c'est comme quand Poutine a fait l'entrevue avec Tucker Carlson. Les critiques étaient comme il va all over the place, mais les gens qui étaient pour lui étaient comme est-ce que vous pensez que Joe Biden pourrait faire un exposé de 2 heures sur l'histoire des États-Unis sans coupure, sans montage? Tu sais, comme même le fait, c'était un exercice, c'était une espèce d'assertion de dominance intellectuelle sur Biden. C'est comme regarde, on va partir à 872 quand je sais pas quel. Puis c'est ça que je pense que ça va dans cet genre-là, mais avec Lisée, j'avais dit sur la France, mais tu sais. Moi, je pense, là, on va du coq à l'âne, mais Québec solidaire, je pense que Gabriel Dubois, mon analyse de tout ce qui lui arrive, c'est que je pense que
son parti ou l'aile plus gauchiste ou plus radical, je sais pas, il donne tous les mots dans les médias, ça me fait rire, là, mais mettons, serait plus de son bord s'il portait plus ses idées dans des contextes où il doit les défendre. Là, je pense qu'il reste à l'Assemblée nationale, il se met pas dans des positions. Si moi, j'étais lui puis je voulais avoir mes partisans, je dirais, OK, Mathieu Bocoté, on débat pendant 2 heures, genre, puis on le diffuse. Là, tu vas voir que tous les gens de gauche vont supporter Gabriel Nadeau. C'est juste, il se cache derrière faire des danses sur TikTok ou poster des photos de lui qui boit une bière. Mais s'il portait ses idées comme il faut, je pense que tous les gens de la gauche seraient unis derrière lui. Il faut une opposition. Il faut qu'il se passe comme regardez qu'est-ce que je fais. Je suis capable de prendre avec moi ces idées-là puis de les représenter. Je suis pas gêné. Je me cache pas derrière des formules, derrière des points de presse. Puis là, ça comme redonnerait de l'énergie à sa base. Là, il est trop loin. Et il faut qu'il embarque dans la guerre culturelle. Puis Twitter, ça fonctionne pas. Il faut du visuel. Je suis pas... Moi, je suis pas un expert de Québec solidaire. Je connais pas bien Québec solidaire, donc j'ai un point de vue externe comme toi, là, c'est-à-dire d'un observateur. J'ai comme l'impression qu'ils sont un peu à un moment charnière avec ce qui se passe, parce que c'est comme s'ils allaient... Parce qu'au fond, Nadeau-Dubois leur dit ou bien on devient un parti de gouvernement, ou bien on demeure un mouvement politique. Puis la dynamique n'est pas tout à fait la même. Hein? Puis je vois qu'ils sont tiraillés. Il y a probablement plein de choses que toi et moi, on ne sait pas. Là, les coulisses, les jeux politiques là, qu'on ignore, comme dans tout parti politique. Mais il y a vraiment un affrontement aujourd'hui, je pense, entre ceux qui veulent rester, qui pensent que pour être fidèles aux idéaux de base du parti, de la fusion là, entre l'Union, c'était l'Union des progressistes et j'oublie l'autre parti politique à l'époque. Option nationale. Qu'il faut que si on se professionnalise ou ils deviennent un parti de gouvernement, qui vont, au fond, perdre leur substance. Là, ils sont plus fidèles à qui ils sont. Puis GND, de l'autre côté, il dit non, on peut être fidèle, mais tu vois bien qu'il y a un affrontement. Mais je pense que lui a décidé de prendre la posture de placer cette opposition. Mais si on regarde le modèle en retournant à la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ça fait tellement longtemps qu'il est dans l'espace public, il a passé à quelques milliers de votes d'être au deuxième tour en gardant un idéaliste. Puis moi, je pense, il dit il faut une gauche pragmatique. Non, il faut une gauche inspirante. Il faut comme appeler... Et Gabriel Nadeau-Dubois, il a pas comme le... Il a pas réussi Puis il a réussi en 2018. Je trouve que la campagne de 2018, c'était vraiment meilleur que leur campagne de 2022. Puis ils ont réussi à développer un momentum. C'est pour ça qu'ils ont eu 10 sièges. Si on regarde, on revient au sondage avant la campagne de 2018, Québec solidaire n'avait pas 10 sièges. Ça s'est fait dans les 2-3 dernières semaines de cette campagne-là qu'ils ont réussi à avoir cette montée. Fait je pense qu'il doit plus aller vers être un orateur, être dans l'espace public, prendre des... Il y a une grosse... Les gens, ils s'estiment tous les jours sur des sujets de la guerre culturelle, se positionner comme... Puis l'assumer, mais visuellement. Pas juste... Puis en opposition avec quelqu'un devant lui. Faut... Parce que ça va galvaniser les gens. Ils vont faire comme, ah, OK, oui, c'est vrai. C'est lui qui se fait insulter pour nos idées. En politique, des fois, j'ai comme l'impression que tu as bien des électeurs qui sont prêts à voter pour toi, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que tu dis. Mais ils veulent savoir, 1, où est-ce que tu te situes? C'est quoi ta position? 2, que tu donnes des arguments, des raisons. Puis à la fin, souvent, ils vont te dire, bon, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, ou je suis pas d'accord avec toi, mais de manière générale, je vais quand même voter pour toi. Et ce que les gens aiment pas, c'est quand tu as des positions ambiguës ou c'est pas clair. Exact. Tu dis, écoute, moi, c'est ça ma position, voici ce en quoi je crois, c'est ça la vision. Puis je comprends qu'il y a du monde qui sont pas d'accord avec moi, puis tu vas débattre, comme tu l'as dit, tu sais. Mais c'est vrai que je sais pas... tu sais, tu as les débats des chefs, mais tu parlais des débats. En dehors des élections, il n'y a pas énormément de débats. Ça, tu as raison. C'est un reflet aussi de notre système politique. En dehors des élections, il n'y a pas grand balance des pouvoirs législatifs. Au Québec, c'est un gouvernement majoritaire. François Legault, ton père, tout le monde, quand tu as la majorité, tu fais ce que tu veux pas mal. Là. En fait, OK, une nuance. Il y a la période de questions. Ouais, mais la période de questions, c'est un spectacle. On essaie d'avoir une clip. Est-ce que ça a un impact? Après, s'ils veulent pas accepter tes amendements, ils acceptent pas. S'ils veulent pas déposer s'ils veulent pas mettre en observation, je sais pas le terme exact, tes projets de loi, ils les prennent pas. Puis là, la CAQ le fait pour remonter le sentiment public, mais ils vont pas les adopter, les projets de loi de QS sur le logement. Alors, une nuance sur ça. Une bonne partie des amendements qui sont proposés dans l'étude des projets de loi, là, on parle de commission parlementaire, on parle pas de la période de questions. Ouais. La période de questions, c'est un affrontement, un affrontement idéologique ou d'idées. Mais dans les commissions parlementaires, souvent, les gouvernements acceptent les amendements. Pas toujours, mais très souvent. Très souvent, on accepte plus d'amendements de l'opposition qu'on en refuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez peu. Alors souvent, on a tendance à se dire, on voit une clip de la période de questions ou un point de presse, puis on se dit, bon, comme d'habitude, 1, ce que fait le gouvernement, c'est pas bon. 2, il faut changer de gouvernement, donc voter pour celui qui dit que ce que fait le gouvernement, c'est pas bon. Alors que très souvent, les élus, ils se côtoient tous les jours.
Ils trouvent des compromis sur des projets de loi. Ils dînent ensemble. Ils dînent ensemble. Ils sont pas d'accord. C'est-à-dire, idéologiquement, Ouais. bon, de personne à personne, c'est censé être civilisé, là. Mais ils sont pas d'accord, mais ils travaillent ensemble. Mais ça, souvent, je trouve que ça se voit pas. Puis on a comme l'impression, au fond, que c'est l'inverse, que c'est l'affrontement, la guerre, la politique. Faudrait faire moi, c'est ça, une télé-réalité. On filme à l'intérieur de l'Assemblée nationale, comme... Ouais. Puis on voit vraiment, tu sais, parce qu'il y avait le clip qui avait circulé de Geneviève Guilbeault qui accoste Pascal Bérubé. Ouais, mais c'était pas fort. Non, C'était pas fort. c'était du génie. Moi, j'ai adoré ça. Mais il a été bon, Pascal Bérubé, dans sa réplique, là. Ouais. Mais il est bon, Pascal Bérubé, pour ses répliques en général, surtout Oui, il est sur bon. Twitter. Moi, je l'aime. Tu sais, avec Stéphane Gobey, j'aime tous les affrontements de Stéphane Gobey sur Twitter. Si un jour Stéphane Gobey arrête de tweeter, je vais vraiment être... Invite-le. J'espère. Hey, OK, regarde. Tu sais, le directeur des coms du cabinet du premier ministre a démissionné. Moi, j'ai jamais interagi avec cette personne de ma vie, OK? Ouais. J'ai jamais parlé avec lui sur Twitter. Là, ils font un post hommage, whatever, je clique sur son profil, il m'a bloqué. J'ai jamais interagi. Je pense que mes tweets le gossaient. J'étais trop dans son feed. Peut-être qu'il passe trop de temps sur Twitter. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit au cabinet de la CAQ qui... MBC, Bocoté, t'as pas bloqué aussi? Oui, Mathieu Bocoté m'a bloqué. Pourquoi? J'ai interagi une fois avec lui sur Twitter. J'ai quote un de ses tweets, puis j'ai dit un des incontournables du lexique bocotiste, c'est le mot viscéral. J'ai juste dit oui, ça. je l'ai vu. OK, c'est ça. Ouais. Puis il m'a bloqué. Ah. Puis le lendemain, il a fait un post sur Facebook pour dire observation intéressante. Lorsque je bloque des gens sur Twitter, c'est parce qu'ils m'ont insulté et manqué de respect. Puis j'étais comme, bro, j'ai rien fait, mais... je vais le rencontrer un jour, peut-être il va me débloquer. Ça va être la première question à mon âge. Juste comme, là, genre, j'oublie qu'il existe. Des fois, je peux pas voir ses tweets, genre. Puis là, je vois du monde qui débatte avec lui, genre André Pratt, puis là, je peux même pas lire qu'est-ce qu'il se dit. C'est plate, faut que genre... Parce que moi, j'ai 2 comptes Twitter. J'ai un compte qui est plus pour tweeter sur Occupation Double, puis un peu plus sur la politique. OK, mais envoie-les, je vais t'envoyer des screenshots. je vais te les envoyer. Moi, c'est drôle parce que je suis pas énormément d'abonnés sur Twitter. Je suis pas un utilisateur régulier. Ma politique, c'est que je bloque personne. J'aime pas me faire insulter. Je pense que toi non plus. Personne n'aime ça, se faire insulter. Puis surtout quand c'est injuste, c'est gratuit. Mais je vois pas l'utilité de le faire, à moins que ça soit une forme de harcèlement. Puis malheureusement, parfois, c'est le cas pour certaines personnes. Donc, je peux comprendre. Dans ton cas, à toi, je suis pas sûr, par contre, là, mais quand tu dis qu'il est viscéral, c'est une observation sur son vocabulaire. Souvent, le mot viscéral. Oui. Non, mais oui. Mais je bloque pas. Je vois pas l'intérêt. Puis en même temps, il y a une dynamique sur X que t'aimes ou que t'aimes pas. Les gens sont libres de dire à peu près tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, puis tout ce qu'ils pensent. C'est comme ça. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à Fait divers, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, on est avec Antoine Diane Charret, philosophe, commentateur politique, maintenant associé à la Zone Info, et famously fils de l'ancien premier ministre Jean Charest. Pause publicitaire. Cette saison de Fait divers vous est présentée par Promis. Qu'est-ce que c'est, Promis? C'est une OBNL qui a comme mission de faciliter l'intégration des immigrants afin qu'ils puissent contribuer pleinement à la société québécoise. Ça fait plus de 35 ans qu'ils aident des personnes immigrantes à s'intégrer avec des cours de français, de l'aide à l'emploi, du soutien scolaire. C'est un accompagnement bienveillant avec des services personnalisés. L'équipe d'experts multidisciplinaires de Promis parle plus de 15 langues. Puis je pense que ça représente bien l'approche personnalisée de Promis dans aider les personnes immigrantes à bien s'intégrer à la société québécoise. Comme vous savez, cette chaîne YouTube, on a touché ces thématiques longtemps, depuis des années. Fait que quand on a vu l'opportunité qu'ils puissent présenter cette saison de Fait divers, ben, le match était parfait. Donc, tous leurs services sont disponibles sur leur site Internet qui est dans la description de cette vidéo. Donc, merci à Promis de présenter cette saison de Fait divers. Puis si vous connaissez des personnes immigrantes, des personnes qui veulent immigrer, des personnes qui sont arrivées, qui ont de la misère à trouver du soutien en francisation, des services, de l'aide, ben contactez Promis. Bon épisode, bon reste d'écoute. Merci d'accepter l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité. En plus, c'est drôle, tu mentionnais Jean-François Lisée au début. Moi, quand je voulais rentrer en contact avec toi, j'étais comme, peut-être, je sais que son adversaire idéologique, mais peut-être que Jean-François Lisée a son courriel ou son téléphone. Fait que là, j'écris à Jean-François Lisée, puis je dis, est-ce que tu as son information? Il me dit non, mais si tu réussis à l'avoir, je vais écouter l'entrevue. Fait qu'on salue Jean-François Lisée qui écoute en ce moment. Ben, je le salue, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est quelqu'un que j'écoute régulièrement, mordu de politique.
puis à la radio également. Et j'avais regardé l'entrevue, le podcast que tu avais fait avec lui. J'avais trouvé ça assez intéressant. Fait que, tu sais, comme moi, je n'étais pas comme vraiment conscient de les enfants ou la famille de Jean Charest. J'avais pas de jusqu'en janvier, il y a comme un dossier qui sort dans la presse. Ouais. Faire revivre le Parti libéral. Puis en vrai, j'avais vu qu'il y a un an, tu avais fait une entrevue à De Gazette dans une podcast. Puis eux, leur titre, c'est comme « Est-ce que Antoine Dienne Charest est le leader que le PLQ a besoin? » Fait qu'on essaye déjà de te positionner comme étant, tu sais, comme prendre le flambeau de ton père. Comment, toi, tu vois ça, ce positionnement qu'on t'a donné ou que les médias te donnent de le futur du Parti libéral du Québec? J'ai envie de te dire que tu sais, quand tu fais des médias traditionnels, tu n'as pas beaucoup de contrôle sur ce que les médias disent à ton sujet. C'est comme une entrevue où on sort une quote hors contexte, tu sais, puis ensuite on en fait un titre ou un article. Ça fait 15 ans que je milite au PLQ. J'ai à peu près tout fait, du porte-à-porte, du pointage, des appels. J'ai participé à des partiels, j'étais impliqué à la commission jeunesse, j'ai rédigé des résolutions, j'ai fait plein de trucs. Ça fait depuis 6 ans que j'écris des chroniques. J'ai écrit ma première chronique en 2007, l'été 2007. C'était un des étés, là, on parlait beaucoup du déboulonnage des statuts. En 2017? 2017. Okay, ouais. 2017, je me rappelle, et j'avais fait une première chronique, je l'avais envoyée à la presse, puis ils l'avaient publiée. Et depuis 2017, j'ai dû publier un peu plus d'une trentaine de textes, notamment dans la presse. J'en ai publié dans Le Devoir et dans la Gazette. Puis, donc, je suis impliqué depuis longtemps comme militant. J'écris, j'interviens dans le débat public depuis un certain temps. Donc, je pense que mon nom circulait, mais je veux dire, j'étais pas plus... Mis de l'avant comme un dossier trop... Non, j'avais pas. Puis je pense que les journalistes politiques, parce que j'étais de plus en plus impliqué, j'ai participé à le rapport du comité de la relance du PLQ avec André Pratt, Madoua Niquet, puis 14 autres personnes. Je pense que ça, certains médias se sont intéressés au comité, se sont intéressés aux membres, puis à moi. Et puis à partir de là, j'intervenais dans le débat public. Fait que c'est comme le journaliste de la presse qui vous a contacté, comment on veut faire un dossier sur vous? Oui, moi, j'ai pas de... C'est pas comme la famille Desmarais qui l'a commandé. Je connais pas les journalistes à la presse. J'ai pas de lien particulier, ni à Radio-Canada par ailleurs. Je connaissais pas l'équipe de Gérald Filion. Je connaissais pas Gérald Filion. Je l'avais jamais rencontré. OK, fait que t'as même pas appliqué, ils t'ont contacté. J'ai pas, ils m'ont sollicité. J'ai dit, why not? Pourquoi pas? Écoute, j'aime la politique. J'aime ça intervenir dans le débat public. J'écris depuis un certain temps. C'est une façon pour moi de faire avancer mes idées. Mais non, je connaissais pas. Mais ça faisait un certain temps que j'étais impliqué. Ça faisait un certain temps que j'intervenais dans le débat public sur plein de sujets. Donc, parfois, ça arrive, peut-être comme toi aussi, à un moment donné, les médias traditionnels s'intéressent à toi, là, puis ça a comme un effet boule de neige. Exact, ouais. Je pense que c'était la même chose. Fait que c'est pas une commande de Power Corporation, ta présence dans l'espace public? Je pense pas, non. Non? Non, ça se passe rarement. Il n'y a pas de lien avec la famille Desmarais? Non. Non. OK, non. C'est clarifié, tout le monde. C'est ça la question principale. Non, c'est pas... Non. OK, non, mais parce que, tu sais, le mouvement souverainiste remonte, puis là, on nous ramène un Charest, puis c'est comme ton père qui a comme vraiment contribué à la campagne du non en 95. Oui. Que même mon père, quand je parlais avec mon père avant de faire l'entrevue, comme ton père a été comme instrumental dans la campagne du non qui a ramené l'affaire. T'avais quel âge en 95? Écoute, en 95, je devais avoir 5-6 ans. 5-6 ans, OK. Ouais. Moi, j'ai pas de souvenir du référendum. J'ai quelques souvenirs du référendum de 95. J'étais pas avec mes parents le soir du référendum. J'étais avec ma tante et mon oncle. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle, j'avais comme des bribes. Je comprenais plus ou moins ce qui se passait. Je me rappelle, le lendemain matin, ma mère m'appelle, puis elle me demande comment ça va. Je lui dis, est-ce qu'on a gagné? Je faisais pas tout à fait la distinction entre les Québécois. Je disais, nous. C'était comme une famille. Parce que je savais... Je voyais que la politique, c'était, que ça faisait partie de notre vie, qu'on vivait un moment important, mais je n'étais pas tout à fait conscient de ce qui se passait. Je savais qu'il y avait le non et le oui. C'était peut-être un peu mon introduction à la politique, là, le moment où j'ai commencé à comprendre. Mais bon, ça prend un peu de temps, tout ça. Mais c'est un moment que j'ai quelques bribes de souvenirs de ça. Puis, mettons, l'adolescence comme fils du premier ministre, c'était comment ça? Si on recommence à là avant d'arriver à maintenant? En fait, je crains d'avoir une réponse super décevante à te donner. Non, mais on va explorer. C'est tout ce qu'on a connu. J'en ai parlé avec ma petite sœur hier, puis je disais, je vais aller à ton podcast, puis
dit « Oh, ouais, tu vas faire son podcast, le maire de Laval? » Je dis « Oui. » Oh my Puis là, elle m'a dit « Tu sais, nous, c'est tout ce qu'on a connu. C'était comme ça. Tu sais, tu as des parents qui sont enseignants. Alors, si c'est un enseignant de mathématiques, ben, souvent, l'amour que la mère ou le père peut avoir pour les mathématiques, ben, ça transparaît, puis ça a une influence sur les enfants. De la même façon qu'un père ou une mère peut être médecin, enseignant, je sais pas moi, tu sais, toutes sortes de métiers. On est né là-dedans. C'est ce que j'ai... Moi, c'est comme à l'adolescence, c'est comme l'image de la rébellion, ou j'ai une phase, c'est comme t'es à l'école, les jeunes chantent « Libérez-nous des libéraux ». J'ai entendu. Mais t'étais pas d'accord, genre, c'est une bonne chanson, là. C'est une bonne chanson. J'ai pas d'animosité, tu sais. Mais à ce moment-là, tu rationalisais pas comme peut-être que ces gens-là, comme ils ont un sentiment valide, je suis d'accord avec. Est-ce qu'à un moment, tu étais comme genre. T'aimes pas personne, t'as pas un enfant qui aime qu'on critique ses parents ou qu'on soit injuste. Tu sais, je pense que ça peut. Tu sais, il y a personne qui aime ça. Peut-être que j'ai pris conscience tôt que dans la politique, il y a des oppositions, des affrontements, que ça n'a pas besoin d'être personnel. Que même si on n'aime pas ça, il faut l'accepter. C'est ça la démocratie. C'est ça le débat. Mais je peux pas dire que je trouve ça le fun. Je trouvais ça le fun quand j'étais au secondaire, juste si j'entendais « Libérez-nous des libéraux », mais en même temps, tu as le droit d'avoir... Ce que j'ai compris, je pense vite, c'est que tout le monde n'est pas d'accord, qu'il peut y avoir des raisons valides de ne pas être d'accord, qu'on peut en débattre, qu'on peut en discuter. Parce qu'à des moments, toi, t'étais pas d'accord. T'étais comme, moi aussi. T'as pas eu une phase comme de rébellion? Ouais, oui, forcément. J'ai passé par l'adolescence aussi. Oui, j'avais des désaccords avec mes parents, mais tu sais, moi, en fait, on m'avait posé la question. Moi, c'est plutôt... je pense que ce qui m'intéresse souvent, c'est de comprendre. Alors, les gens avec lesquels je suis pas d'accord, je cherche à les comprendre. Je serais pas... j'arrive à voir, tu sais... mais j'ai pas un sentiment d'injustice fort. Ça, non. Mais j'essaie de bien comprendre la raison pour laquelle il y a des gens avec lesquels je suis pas d'accord et de voir les points d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire, j'ai pas le sentiment d'injustice fort? Souvent, on va poser à des jeunes, je crois, est-ce que tu étais indigné quand tu étais jeune? Tu sais, oui, il y a des choses qui me dérangeaient. Il y a des choses que je trouvais injustes. Mais encore une fois, moi, je pense que j'avais toujours le même réflexe. Je dis, c'est quoi les causes de l'inégalité? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? Pourquoi est-ce que des gens peuvent chanter « Libérez-nous des libéraux » ? Quelles sont leurs motivations? Est-ce qu'ils cherchent simplement à insulter? Est-ce que c'est simplement une chanson? Y a-t-il quelque chose de plus là-dedans? Est-ce qu'en comprenant, ça fait en sorte que je suis d'accord avec eux? Non, pas forcément. Tu sais, je continue. Puis même, mettons, en 2012, comme pendant le printemps érable, t'étais à l'école? Moi, en 2012, écoute, je travaillais pas très loin de la tour Radio-Canada. Et dans le métro à Berry-UQAM, à un moment donné, j'ai croisé GND avec quelqu'un. Wow! Et il avait aucune idée de qui j'étais, tu sais. Et moi, je vivais ma vie comme n'importe qui. Je travaillais. J'avais terminé mon bac. Je voulais faire une maîtrise. J'étais en train de gagner un peu d'argent pour financer ma maîtrise. Puis, je l'ai croisé. Et je me rappelle de ce moment-là parce qu'il marchait assez rapidement. Je ne sais pas où il allait ou s'il y avait une manifestation. Et c'était comme surréel pour moi. C'est qu'à un moment donné, nos regards se croisent, mais peut-être qu'il regardait quelqu'un d'autre, mais moi, je savais exactement qui c'était, tu sais. Et écoute, je suis retourné à la maison après. Non, mais je veux dire, à ce moment-là, OK, fait, tu finançais ta maîtrise, tu étais encore dans une espèce de contexte académique, ce mois, tu voulais retourner à l'université. Toute ta position sur le mouvement érable, tu étais genre un carré vert. Tu étais pour la hausse. J'étais pas favorable à la hausse. Puis je... Est-ce que tu l'avais dit à ton père? Non, ce que je veux dire, non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. J'étais pas favorable au mouvement des carrés rouges. J'étais plutôt favorable à la hausse dans la mesure où moi, ce que je trouvais problématique, c'est qu'il y avait un enjeu de financement des universités au Québec. Plus de 60% du financement est assumé par le gouvernement, ce qui veut dire que c'est pas le gouvernement qui paye, hein, c'est nos impôts qui payent. Il y avait un enjeu, il y avait un enjeu réel de financement, de sous-financement des universités qui persiste aujourd'hui. Et donc, moi, j'étais plutôt préoccupé par ça. À ce moment-là, de par le contexte politique, j'ai pas envie de militer ou d'être au cœur de l'action, tu sais. Puis j'ai d'autres préoccupations, comme beaucoup d'étudiants. T'es pas allé à une manif de 2012? Non, je suis pas allé à une manif. Non, j'aurais pas... Mais il y avait pas comme, tu voyais pas une certaine beauté dans comme une jeunesse qui se mobilise pour le code politique, il y avait comme... Oui, il y a des jeunes qui sont conscientisés par la politique puis qui ont envie de s'impliquer, ça oui. Mais il se peut qu'ils aient tort parfois. Il se peut qu'ils aient raison aussi, là. Mais des jeunes qui sont intéressés par la politique, comme toi, comme ceux qui écoutent le podcast, là, oui.
Ça, je trouve que c'est rassurant. En même temps, à partir du moment où tu es conscientisé politiquement, ben, tu te rends compte qu'il y a des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord. Puis il peut y avoir des affrontements qui sont féroces, idéologiquement. Mais à ce moment-là, je ne suis pas particulièrement favorable au carré rouge. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils ont gagné, au fond. Ils répondent que le gouvernement a perdu. Ouais, mais le gouvernement a perdu de très peu. Le gouvernement libéral, à l'époque, perd de très peu. Mais qu'est-ce que les universités ont gagné? Les étudiants en termes de qualité d'enseignement, est-ce que la question du financement des universités est réglée aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Je m'interroge. Sur... Après, le PQ, je pense qu'ils ont indexé la hausse. La hausse, ils l'ont remis dans le... Il l'avait pas gelé? En fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu quelque chose comme un sommet sous Marois là, sur l'éducation. C'est intéressant parce que ça a été un tremplin pour plusieurs personnes. Ça a été un tremplin pour Martine Desjardins. Ça a été un tremplin pour GND. C'est Martine Ouellette. Non, pas Martine Ouellette, c'est Desjardins. Martine Desjardins. Et puis... Léo Bureau-Blouin, il travaille. Et Léo Bureau-Blouin. Il travaille pour McKinsey maintenant, genre. Ouais, ça a été ironique. Ça a été un tremplin pour ces jeunes-là. Tu sais quoi, tant mieux, ils ont du talent. Mais je suis pas sûr que la question des universités est réglée. Je suis pas sûr que la question du financement des universités est réglée. Puis qu'est-ce que tu penses de la mesure de la CAQ d'augmenter pour les étudiants hors Québec, pallier au sous-financement avec ça? Que c'est une idée stupide. Ah oui? On parle de l'augmentation des droits de scolarité pour les étudiants hors Québec, là, du Canada ou de l'étranger, que c'est une idée bête. Pourquoi? Parce que, d'abord, on ne vise que les universités anglophones. Pourquoi? Ben, c'est eux qui ont la majorité des étudiants étrangers. Oui, mais il y a deux arguments qu'avait avancé le gouvernement de la CAQ. D'abord, ça dépend à qui tu parlais. Hein? Si c'était Pascal Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, ou le premier ministre. Le premier ministre, il parlait d'une anglicisation de Montréal. Et il blâmait, il disait que les universités anglophones sont responsables d'une anglicisation de Montréal. Ça reste à démontrer. Petit 1. Ensuite, c'était la ministre de l'Enseignement supérieur, elle disait non, il y a un sous-financement des universités. Il y a un déséquilibre entre le financement des universités anglophones et le financement des universités francophones. Le sous-titre, c'était « C'est de la faute des méchantes universités anglophones si les universités francophones sont financées ». Ça reste à démontrer. En fait, c'était pas vraiment des arguments, c'était des affirmations. Puis il y a un contexte dans lequel cette annonce-là se fait. Elle se fait, rappelle-toi, là, c'est juste après la défaite de la partielle dans Jean Talon. La CAQ est élue. Ils sont engagés sur le 3e lien, fameux projet de transport entre Québec et la Rive-Sud de Québec. Ils renoncent. Ils font campagne sur ça dans la région de Québec. Ils renoncent. C'était un beau point de presse avec les cartables et tout. J'adore la communication dessus. C'était épouvantable. Bref, ils perdent l'élection partielle. Le lendemain, puis quelques jours après, ils annoncent qu'ils vont augmenter les droits de scolarité pour les étudiants hors Québec et internationaux. Mais il y a quand même un argument à faire que, mettons... Pas pour tout. Tu sais, moi, mon père est arrivé sur un visa étudiant à l'Université de Montréal sur un programme qui était fait pour aider justement un partenaire avec le Maroc puis le Québec. Puis c'était le Québec, c'était pas le Canada, pour donner les frais de scolarité aux étudiants marocains, les mêmes que les gens qui étaient nés au Québec. C'est ça le programme, en 1983. Là, fait que moi, je suis sensible à ce que des étudiants... Mais mon père, il vient d'un milieu très rural au Maroc, pas de privilèges. Il vient pas d'une famille aisée du Qatar ou de la Corée du Sud pour étudier à McGill puis faire un bac en ingénierie puis après partir. Tu sais, comme il y a quand même cette réalité que des étudiants étrangers privilégiés viennent, gentrifient des quartiers, montent les loyers. Comme je sais pas à quel point c'est une masse critique, c'est beaucoup de gens, mais c'est quelque chose qui est capable... Tu peux le décrire, puis beaucoup de gens vont faire comme « c'est vrai que j'ai remarqué ». Comme il y a un feeling qui est associé à ça qui est quand même potent. Mais je sais pas si c'est assez pour... C'est une idée qui est quand même largement partagée, que comme il y a ce phénomène-là qui arrive, sur les étudiants français aussi. Ça va pas être les étudiants... Oui, je suis sûr qu'il y en a en situation précaire, mais c'est beaucoup associé à une certaine richesse de gens qui viennent, ils aiment l'esthétique de Montréal, ville universitaire, ville bilingue. C'est le fun de vivre à Montréal, là, comme c'est une belle ville. Je pense qu'elle a souvent une mauvaise image, mais pour des étudiants qui arrivent ici, il y a plein d'événements, plein de restos, plein de bars, c'est le fun. C'est vrai. Il y a une chose qui me dérange. Est-ce qu'on peut se mettre... Parce que je suis sensible à ce que tu dis, mais on peut-tu se mettre d'accord que Concordia, McGill, l'Université Bishop, c'est des universités québécoises? Parce que si on n'est pas d'accord sur ça, c'est déjà... Souvent dans le débat, là, j'ai l'impression qu'on parle d'universités qui sont hors sol, qui n'ont aucun lien avec le Québec, qui ne font pas rayonner le Québec, qui n'ont pas de centre de recherche dans lequel travaillent beaucoup de francophones par ailleurs, ou des gens qui sont venus du reste du pays puis qui ont décidé de s'installer.
Est-ce que c'est cool à la mode, puis tu as des étudiants qui, du reste du Canada, ont de l'argent, ils viennent étudier à McGill? Oui, mais tu sais quoi? Ça fait des ambassadeurs aussi du Québec. Est-ce que... Ça fait augmenter les loyers, peut-être? Ils sont où? Ils sont dans le McGill Ghetto, mais tu sais, il y a beaucoup de... Quand tu parles, la réalité d'un étudiant à Concordia, moi j'ai fait mon bac à Concordia, la réalité d'un étudiant de Concordia, c'est pas du tout la même que McGill. Hein? Puis c'est pas du tout la même qu'être à Bishop. Et la preuve que cette politique-là était une politique, à mon avis, purement politique. Excuse-moi, ça fait un peu redondant ce que je dis, mais on servait des anglophones comme étant des boucs émissaires. Si ça avait été pensé intelligemment, on n'aurait pas inclus Bishop. Bishop, maintenant, c'est à Lennoxville. Lennoxville, ça fait partie de l'Estrie. C'est la région dont je viens. Il n'y en a pas d'anglicisation. C'est la circonscription. Il n'y a pas de déclin du français à Sherbrooke. Dire l'inverse, là, c'est absurde. Puis, pour te dire que ça n'avait pas de sens, 30% des étudiants de Bishop venaient de l'étranger ou du reste du Canada. Si on avait appliqué la mesure proposée, là, ça aurait probablement mené à la fermeture de l'université. Oui, une petite université en termes d'étudiants comparé aux autres. Oui, mais c'est quand même pas rien. Il n'y a pas beaucoup de régions au Québec, l'Estrie, où tu as 2 universités, Sherbrooke et Bishop. Preuve que c'était une politique qui avait été mal pensée. Et moi, je veux bien, tu sais, je suis d'accord. Oui, Montréal, c'est à la mode, c'est cool pour des étudiants qui viennent d'ailleurs au pays. Mais c'est aussi des centres de recherche, c'est aussi des professeurs de renom, c'est aussi pour beaucoup des francophones ou des gens qui sont devenus francophones. Je suis pas d'accord. Puis c'est le Québec aussi. Si tu veux me faire dire que tout est parfait puis qu'on devrait pas se préoccuper, non. Ça, je crois pas ça, mais c'est aussi le Québec. Et donc, il y a une communauté anglophone au Québec. Puis, tu sais, je viens de l'Estrie, j'ai une partie de ma famille qui est anglophone. Si tu leur disais, t'es pas québécois. On a tendance à oublier des anglophones, il y en a un peu partout au Québec. Il y en a en Estrie, il y en a sur la Côte-Nord, il y en a en Gaspésie, il y en a en Montérégie, il y en a dans l'Outaouais. C'est des Québécois. Ils ont des institutions. Ils sont, pour la majorité d'entre eux, sensibles à l'idée qu'il faut préserver puis assurer la vitalité de la langue française. Ça, c'est vrai, parce qu'il y aurait des gens qui disent... Ben, moi, justement, mais je connais pas tant les communautés anglophones. Ce que je vois, mettons, sur les médias sociaux, c'est beaucoup... Mais je pense que c'est l'algorithme qui fait ça en sorte qu'on voit plus ça. Des gens qui sont québécois ici, anglophones, mais qui ont un sentiment très négatif par rapport aux francophones et aux français. Ça existe aussi, là, mais je veux dire, ça existe. mais est-ce que toi, tu dirais la majorité, c'est pas ça? C'est des gens qui sont sensibles à la réalité. Si, écoute, partout où tu vas voyager, tu vas trouver des gens qui vont avoir des commentaires négatifs sur les Québécois. C'est-tu la majorité des gens? Je pense pas. Partout, tu vas avoir des gens qui seront pas d'accord ou qui auront un point de vue différent. Mais je sais pas si c'est... Parce qu'on fait souvent ça dans les débats. Hein, on va dire, bon, ben, quelques personnes dans un groupe, une manifestation ont tenu des propos inacceptables. Donc, le groupe, il faut le condamner. Non. Tu condamnes les propos. Puis tu dis que c'est pas bien. Mais c'est ça que Justin Trudeau a essayé de faire avec le convoi des camionneurs, il faut pas l'oublier. Là. Il a dit qu'ils ont tout traité de nazis et de... Oui, puis je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Il y avait d'autres arguments pour dire que les camionneurs avaient des raisons légitimes de manifester et que les moyens qu'ils ont utilisés, eux, étaient pas légitimes. Quand je dis moyens, c'est occuper illégalement le centre-ville d'Ottawa ou autour de... Tu sais, que... En fait, moi, t'as raison de dire, je suis d'accord, j'aurais aimé qui tendent la main et qui leur disent « Vous avez le droit de venir à Ottawa, vous avez le droit de manifester, mais s'il vous plaît, faites-le légalement. Vos préoccupations sont légitimes. Et même, je les partage. Mais moi, tu sais, mais t'as raison de dire, je suis pas sûr que c'était... Parce que c'est la culmination aussi de 2 ans de division comme instaurée par les médias, puis d'opposition, puis de ridiculisation. C'est comme on les a mis... Ça n'a pas été les acteurs les plus rationnels qui sont allés C'était de quoi, je vais utiliser le lexique bocotiste, c'était viscéral, qui était fâché. Tu l'aimes, hein, le mot viscéral? Ben non, mais c'est... non, mais c'est ça que... Fait que les gens qui sont allés là, ils étaient comme pris d'un sentiment, justement, c'était injuste. Puis là, obliger un vaccin. Tout comme... Ça n'a pas réuni, justement, les gens qui étaient là pour... mais ça fait ça aussi, comme quand... Mais ça a été un moment, tu sais, ça a été un moment de crise, hein. Ben oui. Ça a été un moment qui a été très, très peiné. Puis c'est là où tu voyais les inégalités entre les gens qui, eux, peuvent pas rester à la maison, travailler. Puis ceux qui peuvent rester à la maison, travailler. Ceux qui ont les moyens de commander, d'organiser leur vie à partir de la maison et ceux qui peuvent pas. Ça, la pandémie l'a mis en lumière. Puis c'est du quoi, j'ai comme l'impression qu'on l'a un peu oublié. Tu sais, c'est les camionneurs, les employés municipaux,
ceux qui travaillent dans la santé. les travailleurs de la santé. On l'a comme un peu... je trouve qu'on l'a déjà oublié. On a déjà oublié que ces gens-là, ils jouent un rôle essentiel. Quand ils étaient en grève pendant l'hiver dernier, déjà, on commence à dire qu'ils sont trop payés, ils se plaignent le ventre plein. Surtout les enseignants, je trouve ça tellement absurde de bâcher sur les enseignants parce que je suis comme, va le faire juste une semaine, voir, comme, va enseigner dans une école publique, va enseigner au primaire, va voir le nombre d'élèves qui sont là, le nombre d'élèves avec des troubles d'apprentissage, puis le manque de ressources. C'est comme la grande majorité du monde t'offrait pas. Comme dans mes amis, je crois que j'ai 5 amis qui sont allés en enseignement. Il en reste 3 que là, ils sont profs, comme ils ont fini leur bac, ils vont peut-être avoir une permanence. Puis même une fois, ils veulent être profs, juste comme avoir une permanence, avoir un mois d'août qui est comme serein, que tu vas avoir une job. C'est là tu as une job à comme full loin de chez vous, dans une école que tu connais pas. Avec des... c'est comme tellement une situation précaire, puis c'est les gens qui font de l'affaire essentielle à notre société. C'est comme l'éducation, c'est comme une des choses les plus importantes. Te rappelles-tu au début de la pandémie, il y avait un débat sur les services essentiels. Puis, oui. Alors, on a fermé l'école, on a fermé les librairies municipales. La SAQ restait ouverte, par contre. Ben oui. Mais l'école était fermée. Tu te rappelles, à cette époque-là, c'était quand même incroyable. Écoute, s'il y a un métier qui est dur, qui est exigeant, puis qui a un impact fondamental sur la société, c'est celui d'être enseignant au primaire et au secondaire. Où formes-tu les citoyens? Tu as ce que tu apprends à la maison, puis tu as ce que tu apprends à l'école. Où est-ce que... Et je trouve ça, écoute, les classes, souvent, il y a trop d'élèves. Il y a un nombre, tu l'as dit, il y a beaucoup d'élèves en difficulté. Il y a un manque de personnel. Il y a un manque d'enseignants ou d'employés en soutien administratif. Certaines écoles, voire beaucoup, sont vétustes. Puis les étudiants, les enseignants font ce qu'ils peuvent. Certains diront que c'est les conséquences de 15 ans de gouvernement libéral. Non, je serais pas d'accord. Il y a eu des investissements. 15 ans, là. Ouais, mais non. Faudrait me démontrer par A plus B qu'il y a eu moins d'investissements, par exemple, qu'on n'a pas rénové les écoles. C'est un peu court. Mais si il s'agit d'augmenter les salaires des enseignants, en fait, le problème est à la fois financier, puis c'est les conditions de travail, je pense. On aurait beau avoir tout l'argent du monde au Québec pour financer la santé, l'éducation, on manquerait quand même de personnel. Et ça, c'est un enjeu majeur. J'ai pensé au plan de rattrapage de Drainville, puis je me disais, OK, c'est bien, on met de l'argent, mais beaucoup d'enseignants sont à bout, manque de soutien. Et même si on leur donne des primes, après une journée de travail, tu veux leur demander de continuer à soutenir certains étudiants. Ils le veulent bien. Moi, je pense que la majorité le veulent bien, mais à un moment donné, on a besoin d'un moment de répit. Donc, on aurait beau avoir tout l'argent du monde, on manque de monde. On fait quoi? J'ai pas de solution, là, mais on fait comment? Mais moi, franchement, s'il y a un métier pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est enseignant. Franchement, là. Mais tu sais, comme les années d'austérité de Philippe Couillard, là, ça a été mis de même dans les médias. Moi, je me rappelle, j'étais au cégep pendant ces années-là, puis il y avait littéralement des programmes comme parascolaires ou socioculturels qui arrêtaient à cause... Puis eux, les techniciens dans le loisir ou les gens qui travaillaient dans le cégep disaient c'est à cause de coupures budgétaires, c'est à cause de l'austérité. Comme c'est ça qu'on nommait. Oui, mais en même temps, le gouvernement a laissé un surplus budgétaire à la CAQ. Ouais, mais ça, c'est... Puis c'est quand même... C'est pas abstrait, parce que, en fait, je pense que ça serait légitime de dire, attendez, là, tu nous parles de chiffres puis de surplus, là, il s'agit de gens qui ont besoin de soutien financier, là, tu me parles de programmes. Là où je dis que c'est pas abstrait, c'est que un gouvernement qui n'a pas des finances publiques en ordre, il peut pas réinvestir en santé, en éducation puis dans les services essentiels. Puis franchement, parfois, il faut faire des choix qui sont difficiles. Puis parfois, il faut... puis il n'y a pas de solution magique, hein. Puis souvent, les gouvernements sont mal pris. Puis peu importe le parti au pouvoir, tu sais, quand tu fais des choix d'investissement, tu dis... donc, souvent, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Le gouvernement, quand même, à la fin du mandat de M. Couillard, on laisse un surplus de 8 milliards au gouvernement de la CAQ. Ce surplus de 8 milliards-là, il disparaît. Et aujourd'hui, on a un déficit historique. Moins 13, let's go. Aujourd'hui, on a un déficit historique. Moi, on aurait dû faire moins 15 puis prendre un 2 milliards juste avoir du fun avec. On aurait dû faire bar open puis faire 25 milliards tant qu'à y être. Non, mais écoute, il y a un autre pays qui a des gros enjeux, là, des enjeux similaires pour les dépenses publiques, c'est la France. Écoute, ils financent leur service public en s'endettant.
Il n'y a personne qui peut vivre sa vie juste en finançant son train de vie, en s'endettant continuellement. Que tu sois de droite ou de gauche, à un moment donné, tu peux plus. Mais je pense qu'ils misent sur le développement de l'Afrique de l'Ouest, puis par le biais du franc CFA, ils vont renflouer leur coffre un jour. Moi, j'étais au Sénégal cette semaine, comme la mainmise française sur ces endroits est tellement comme... Je pense que qu'est-ce qui fait maintenir la France, son train de vie, c'est son genre post-colonialisme, son néocolonialisme. Je sais pas, ils sont comment, il va y avoir 2 milliards de gens en Afrique, on va se rembourser avec leurs ressources puis leur travail. Anyways. Parce que là-bas... Anyway, la France, c'est comme... Moi, s'il y a un pays ou un empire que je me sens pas tant mal que ça aille mal, c'est vraiment la France. Mais ça, c'est une position personnelle. Tu parles de ce qu'on appelle la France-Afrique. Ouais, la France. Les liens entre les entreprises françaises, la classe politique française et les pays d'Afrique. Puis la Banque centrale de France qui produit, qui imprime contrôle. Qui contrôle, qui imprime, qui contrôle le franc CFA. Si c'était suffisant pour que la France puisse financer ses services publics, ça se saurait, je crois. Je dis pas qu'il n'y a pas des abus. Là. La France-Afrique, c'est assez connu, tu sais. Puis c'est aussi le financement des partis politiques français par des pays, mais le contrôle des ports, tu sais, comme le boss à Mathieu Bocoté, justement, Vincent Bolloré, qui contrôle le port à Dakar, tu sais, comme à l'aéroport. À Lomé au Togo aussi, je pense que c'est Bolloré qui contrôle le port. C'est juste... Puis, by the way, tout le monde, quand vous achetez du papier à rouler OCB, c'est du papier à rouler qui appartient à Vincent Bolloré. Non, mais c'est important, c'est écrit Bolloré dessus. Je vais juste vous dire. Allez voir c'est qui Vincent Bolloré. Mais, moi, je vais revenir au printemps arabe parce que je trouve ça quand même absurde. Parce que moi, ça a été mon éveil politique vraiment comme ça a été. Tu sais, j'avais 2012, j'avais 14 ans. 14-15 ans. Parce que c'est arrivé au printemps, j'ai eu ma fête en été. Mais moi, dans ma tête, c'était comme impossible de pas être dans les carrés rouges. Genre. Puis à mon école, je suis dans une école privée, ils ont banni les carrés rouges. On n'avait pas le droit d'en mettre. T'étais où? Je suis au collège de Latendre à Laval. Okay. Puis ils ont banni les carrés rouges. On n'avait pas le droit de prendre position. Je suis allé à une manif, c'est comme, waouh, genre, let's go, on fait ça. Puis j'étais même pas au cégep. J'ai l'impression que quand on est jeune, comme inspiré par comme les mouvements, inspiré par... Puis je me demande si mon père avait été au gouvernement libéral, si j'avais fait comme, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que j'aurais fait ça comme... Écoute, à l'époque aussi, moi j'ai ma vie. C'est mon père. Avant la politique, j'ai un père. Comme toi. Quand tu reviens à la maison, quand tu reviens à la maison, puis tu jases avec ton père, où il te demande comment s'est passée ta journée à l'école, tu te soucies pas forcément, tu sais, du reste. Quand il est premier ministre, je me dis, j'aurais un regard sur lui, je suis comme t'es youth. Non, même, c'est pour ça, tu sais, moi, je parlais à mon père une fois par jour. Quand mon père faisait de la politique, je lui parlais une fois par jour. C'est même arrivé, je l'appelais sur son cellulaire. Puis c'est même arrivé que je l'appelle pendant un point de presse, puis que ça sonne. C'était drôle, ça, parce qu'il me l'avait raconté après. Parce qu'il n'était pas... Là, il a compris comment le mettre sur sourdine. Là. Wow. Et je l'appelais, je lui parlais. Puis de quoi on parlait? Ben, comment s'est passée ta journée? Puis il me parlait de ses affaires aussi. Et forcément, on a parlé de cette période-là. Mais moi aussi, je suis jeune. J'ai un père, on discute de toutes sortes de choses. Moi, j'étais sensible à la question du financement des universités. Et ça, je pouvais comprendre pourquoi les étudiants manifestaient. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un si grand malaise chez les leaders de condamner les actes de violence qui étaient réels. Pas besoin d'être un chevalier de l'ordre. Pas besoin d'être un chevalier de l'ordre. C'est une technique de communication. C'est comme... Non. Moi, je te parle, je suis détaché. J'étais pas, je vois ça d'un point de vue externe. Ça gênait beaucoup de monde, ça. Puis je pense que beaucoup de monde était comme à mi-chemin sur ça. Ils disaient d'un côté... Mais c'est comme quand les gens ils vont devant Piers Morgan puis ils parlent de 80 ans d'occupation israélienne puis qu'ils font mais qu'est-ce que tu penses du 7 octobre? C'est comme oui, c'était terrible, mais parlons de la grande... Parlons de qu'est-ce qui s'est passé pendant 80 ans. Oui, c'était... Mais là, tout le monde doit s'attarder. Fait que là, dénoncez les gens radicaux dans votre mouvement étudiant. OK, maintenant, est-ce qu'on peut parler de nos revendications, de notre mouvement? Rappelle-toi, tu sais, tantôt, je disais, faut pas réduire un mouvement ou un groupe à ses quelques éléments radicaux. En revanche, si le groupe est pas capable de dire c'est pas bien... Mais est-ce qu'ils sont vraiment pas capables? Je suis sûr qu'ils l'ont fait, c'est juste qu'ils se faisaient continuellement... GND était pas capable. GND n'était pas capable, puis il se cachait derrière son rôle de porte-parole pour dire je suis pas capable, je peux pas, j'ai pas le mandat de dénoncer. Je pourrais pas m'en rappeler, là, mais je peux te le garantir. Je peux te le garantir. J'ai pas le mandat de dénoncer les gens qui jettent des pavés sur les policiers. Puis est-ce que Jean Charest a le mandat de dénoncer les policiers à Victoriaville qui attaquent des manifestants? Ben sur Victoriaville, attention, ça lançait des roches, des briques, et sur les fenêtres de l'hôtel où avait lieu le conseil général. Ben, c'est moins pire que sur des jeunes.
C'était sur des gens. L'hôtel où avait lieu l'événement était rempli de monde, et ça lançait des briques. Il y a des briques qui ont cassé les fenêtres et qui sont rentrées à l'intérieur. Donc, tu sais, dans ce genre d'affaires-là, on n'est plus dans le débat quand on est sur ça. Puis il y a des situations où il y a des dérapages. Puis est-ce qu'il peut y avoir des dérapages de part et d'autre? Oui. Oui. Hein? Mais à un moment donné, je pense qu'il faut tracer une ligne sur ces affaires-là. Puis c'est toujours le risque de mouvements sociaux. C'est toujours le risque de mouvements sociaux. Et il y a une chose sur laquelle je suis d'accord, ça doit s'appliquer à tous les élus. Il faut que tu sois capable de reconnaître que tes adversaires peuvent avoir raison sur certains points. Il faut que tu les écoutes. Puis s'il y a un truc qui manque, on parlait de X tout à l'heure, là, c'est le problème d'écouter les autres. Tu sais, je peux t'écouter, tu peux me donner ton point de vue, je suis pas d'accord avec toi, mais je t'écoute, puis je te réponds. Ça c'est un débat. Hein. C'est ça, un débat. On peut être radicalement en opposition. Parce que sur Internet, c'est différent parce que la majorité des gens qui vont lire puis vont faire « Ah, je suis pas d'accord », ils vont passer... C'est comme X, ça met de l'avant les gens, ou ça met de l'avant, mais les gens qu'on va pouvoir porter attention, c'est le monde qui ont les pires commentaires. C'est comme ça que l'Internet fonctionne. Fait que c'est comme pas une... C'est comme moi, je fais un gros travail parce que pendant les 5 dernières années, à documenter la culture web, suivre qu'est-ce qui se passe, suivre la politique, puis même avant ça, juste comme prendre tout d'Internet, faut vraiment faire un grand travail de comme l'Internet, que c'est pas un reflet de la réalité, même pas des fois proche, mais la majorité du temps, surtout des commentaires, c'est pas la réalité. Puis il y a une statistique, il faudrait peut-être la mettre à jour, là, mais je pense que c'est plus que 80% des gens n'ont jamais laissé un commentaire sur Internet. Fait que quand on part avec cette prémisse-là, mettons cette podcast, on prend un chiffre fictif, va faire 10 000 vues sur YouTube, il va avoir 53 commentaires, et 10 000 personnes qui l'ont juste checké, comme, puis ils n'ont pas senti le besoin de s'exprimer virtuellement. C'est vraiment de quoi de nouveau. Sauf que je pense que ça a un impact sur le réel, sur notre vie au quotidien. Ça, c'est sûr. Les mots qui sont utilisés, le comportement. Sur les narratifs qui sont suivis, parce qu'ici... C'est ça. Ouais. Sur les narratifs qui sont suivis, ça a un impact. 100%. Et ça... donc, la façon dont tu vas écrire, si tu vas injurier quelqu'un, puis ensuite, ça encourage d'autres à le faire. Tu as raison de dire que la majorité des gens, ils ne sont pas, mais les médias traditionnels, ils sont. Les gens engagés. Puis les politiciens, ils sont accros au cellulaire. C'est ça. Les gens engagés, les politiciens comme toi et moi, on est dessus. Ouais. Fait qu'on se lit, on lit nos adversaires. Écoute, moi, je me fais un devoir de lire ceux avec lesquels je suis pas d'accord, puis je t'avoue que j'aime pas ça. C'est pas naturel, mais je les lis. Tu as lu le nouveau livre à Mathieu Bock-Côté? Non, celui-là, j'ai pas eu le temps de le lire encore. Le goulag. Parce qu'il y a quand même eu des mots durs à ton égard. L'archipel sans le goulag. C'est ça. C'est... C'est quoi déjà le nom du livre? Le goulag. C'est vrai que c'est quelque chose comme ça. C'est quand même... tu fais référence au livre de Solzhenitsyn, là, l'écrivain russe? Non, mais lui, il a écrit l'archipel du goulag. Ouais. Mais ça, c'est... Mais Mathieu Bock-Côté, Je pense que c'est l'archipel sans le goulag. Non, c'est le totalitarisme sans le goulag. C'est ça, OK. le nom du livre. Mais il a quand même été dur à ton égard quand tu jouais la vie publique. Là. Il était comme, où sont les livres? On le définit comme un intellectuel. Il y a juste une bibliothèque derrière lui. C'est quoi, mettons, la réponse à Antoine Diane-Charest à ses critiques de Mathieu Bock-Côté? Moi, que je demande juste qu'on me juge sur ce que je dis puis ce que je fais. Moi, je comprends pas pourquoi il m'accorde autant d'attention. C'était fort. Écoute, ce gars-là, il y a une des plus grosses tribunes en France. Il y a une des plus grosses tribunes médiatiques au Québec. Moi, je suis pas d'accord avec lui sur le plan idéologique. Pas sur sa personne, pas sur ses parents. Je fais pas de discrimination, moi, c'est-à-dire, t'es souverainiste, donc je t'écoute pas, je te parle pas, puis forcément, il y a des forces obscures qui te poussent. Je crois pas ça de Bock-Côté. Je le respecte. Je trouve je trouve parfois qu'il va trop loin, que du mépris pour ceux qui sont pas d'accord avec lui. Parfois, il peut manquer de respect. Il y a vraiment du mépris ou c'est un style? Non, je pense que c'est du mépris. Le style, il l'a, c'est-à-dire, il y a pas... Et parfois, je ne comprends pas... c'est-à-dire, il m'habite pas, moi, Bock-Côté. Je suis pas d'accord avec lui. J'ai débattu avec lui. Les gens en pensent ce qu'ils veulent. Vous avez débattu quand avec lui? À TVA. Récemment? Oui, il y a 1 an environ. Okay. Pendant l'été, on avait fait un débat. On avait fait un débat d'environ 8 minutes. C'est drôle parce que les gens qui m'aiment bien ont dit « Il a gagné le débat ». Toute la gang qui adore Bock-Côté a dit « Il l'a détruit ». Je m'en fous un peu. On a débattu. On dit qu'il n'y a pas suffisamment de débat, on a débattu. Puis moi, je considère que j'ai porté mes idées, je l'ai affronté. Puis tu sais,
Mais parce qu'il y a quand même une grosse conversation, pas dans toutes les sphères professionnelles, culturelles, mais est-ce que sur le népotisme en général, c'est quand même un sujet. Puis ici, dans Hollywood aussi, ça a été comme popifié avec le terme Nepo Babies, qui a vraiment été populaire en 2023, puis qui revient. On s'arrête vraiment beaucoup maintenant sur comme de où est-ce que ces gens viennent. Ah, son père est producteur, ah, ça. Puis dans les médias, puis j'imagine dans le monde des finances, il y a toute cette discussion autour du népotisme qui prend beaucoup de place. Fait que je pense que c'est ça, peut-être, qui habitait Mathieu Bocoté. C'est comme le fils, il t'appelle dans une chronique que j'ai écoutée ce matin, le fils de l'autre. Ça te montre le peu de respect qu'il a. Parce que moi, je lui ferais pas ça. Je pense que son père était enseignant, enseignait l'histoire. J'aurais pu dire c'est le fils d'un historien, donc il a un point de vue différent, ou il a ça compte pas. Puis j'espère, moi, je l'applique à lui comme je me l'applique à moi. Moi, je demande une chose, tu sais, qu'on me juge sur ce que je dis, ce que je fais, si on n'aime pas, si on considère que c'est pas intelligent, que ça vaut pas la peine d'être entendu, qu'on m'écoute. Ne m'écoutez pas. Puis c'est tout ce que je demande. Je peux pas en demander plus. Ensuite, ça me surprend parce que je pense qu'on fait ce reproche-là davantage en politique. Je pense qu'il y a des bonnes raisons aussi que dans d'autres sphères. Je sais que toi, tu faisais référence à Hollywood, là, mais on reproche un peu moins, je pense, à des enfants de journalistes de faire du journalisme. C'est moins mis de l'avant. Écoute, dans le monde des médias, la liste est longue. Surtout Radio-Canada, c'est quand même... Radio-Canada. Radio-Canada de troisième génération. Là, ouais, la liste est longue d'enfants d'eux, puis ça semble pas gêner beaucoup de monde. Ben moi, ça me gêne. Là. Enfin, que ça me gêne, que ça gêne... Non, mais que ça gêne ou pas, il y a deux choses. Si t'as envie, disons, ton père était enseignant, qu'est-ce que ton père a fait dans la vie? C'est drôle de dire ça, mon père était prof de mathématiques au secondaire. C'est drôle d'utiliser ça au début. Il était prof de OK. Et si t'avais voulu faire une carrière en mathématiques, bon. Où est le problème? Si tu travailles, si t'es bon en mathématiques, si l'enseignement te passionne, et si pour toi, il y a un certain standard d'exigence, tu dis, tu sais... où est le problème? Si tu as travaillé, si tu y as mis les Oui, non, mais c'est parce qu'il y a comme, pour entrer dans ces sphères, parce que dans les médias ou justement dans la politique, c'est dans la population, mettons, du 8 millions de gens au Québec, c'est très peu de gens qui gravitent autour de ces cercles. Puis moi, je commence à voir aussi dans les dernières années, plus tu es autour, plus tu connais. Ça se fait beaucoup par qui tu connais, qui t'es capable d'avoir accès, qui t'es capable de parler. Ben, je peux te dire autant à la presse qu'à Radio-Canada, moi, j'ai pas de contact. Est-ce que je connais du monde au PLQ? Oui. Mais au PLQ, écoute, tu peux demander à n'importe qui. Est-ce que ce gars-là, il est impliqué depuis longtemps pour de vrai dans les instances du parti? Est-ce qu'il a fait du porte-à-porte? Est-ce qu'il a participé à des débats? Est-ce qu'il a fait des appels? Est-ce qu'il a participé au pointage? Est-ce qu'il rédige des résolutions puis il vient aux événements? Oui. Ça puis tu sais quoi? J'aime ça. Puis j'espère. Je sais pas si je réussis tout le temps, mais j'espère au moins que ce que je fais, ben c'est utile. Moi, j'aime la politique québécoise. Puis si j'avais, je pense, si je disais des niaiseries ou des choses qui n'étaient pas intéressantes ou impertinentes, pas sûr qu'on voudrait m'entendre. Puis, et en politique, je pense qu'on a raison d'être plus exigeant parce que il s'agit quand même de gens qui nous gouvernent. Donc, on a le droit... on devrait... Justin Trudeau, prof d'art dramatique, c'est notre premier ministre depuis 10 ans. Là, comme on a quand même pas tant exigeant là, dans le terme de népotisme. Là. Bah, écoute... Si Stephen Harper avait un fils, il compétitionnerait. Si Justin Trudeau était à ce point, et si on était si mauvais que ça, comment il fait pour gagner? J'ai dit prof d'art dramatique, pas pour un... Non, pas pour le... Tu veux pas le... C'est juste la réalité concrète des choses. Oui. C'est pas comme s'il y a un background. Il a quand même gagné 3 élections. Il a quand même gagné le leadership de son parti. Il a été député. Une chose, par contre, on est en droit d'être très exigeant avec ceux qui veulent nous gouverner, parce qu'il s'agit de notre avenir collectif. Donc moi, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord à ce que les gens soient plus durs encore. Mais je peux pas m'empêcher d'être surpris que dans le monde du showbiz, dans le monde des médias, des fils et filles d'eux, il y en a beaucoup. Ça semble pas déranger. Non, ça dérange. Toi, tu le soulignes. Mais quand même, mais c'est nommé, là, mais c'est pas... C'est juste, on s'en fout parce que c'est comme... Parce que moi, je peux te dire, en raison de mon nom, il y a des gens qui veulent même pas entendre ce que j'ai à dire. Mais oui, mais si on n'est pas encore arrivé à ça, c'est l'héritage Charest. Mais ça, non, c'est-à-dire, mais peu importe. Tu sais, il y a des gens qui voudront pas m'écouter, m'entendre, me demander mon avis.
Je peux pas changer leur point de vue. Mais la vraie, ces pensées de ces gens-là, ce serait même pas, ils veulent pas demander ton avis, c'est qu'est-ce qu'on en a à faire de ton avis? Qu'est-ce que t'as fait dans l'espace public qui fait en sorte que ton opinion vaut quelque chose? C'est plus ça la critique, c'est pas, ils veulent pas t'écouter à cause de ton nom, c'est juste comme, pourquoi t'es mis, genre, il y a tellement de gens comme, je pense, puis si je veux être la voix de cette critique-là, je pense que c'est plus ça, c'est comme, on s'en fout. Comme t'as pas rien fait qui. C'est méchant, tu sais, mais c'est ça qui critique. Mais qu'est-ce qu'on me demande de faire? Moi, non, mais regarde, par exemple, je suis engagé politiquement depuis 15 ans. Ouais. J'ai fait des longues études. C'est un choix personnel. Mm-hmm. J'écris des textes où je donne mon avis. On peut s'en foutre, c'est correct. Mm-hmm. Mais où je donne mon avis systématiquement sur certains sujets depuis 6 ans. Mm-hmm. Je m'implique pour de vrai. Je prends position. Ensuite, on aime, on n'aime pas. Mm-hmm. Puis ensuite, on peut rejeter. C'est correct, tu sais. Mm-hmm. Et donc, comme n'importe qui, moi, quand tu prends position ou tu donnes ton avis, je pourrais dire... on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt tes idées. Ouais, je comprends. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses. Mm-hmm. Et ça s'applique aux citoyens lambda. Là. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les gens ont à dire et qu'est-ce qu'ils apportent. Je suis d'accord. Moi, si c'est pas bon, si c'est impertinent, zap. Je suis d'accord, mais c'est ça, pour revenir aussi, je pense que... Je sais pas c'est quoi, j'ai pas encore de mots là-dessus, mais le fait qu'on est à cette ère de l'information, de communication, on arrive plus rapidement à pointer les gens comme... Mais pourquoi toi... Genre, il y a de quoi dans la culture qui est plus méta, qui est comme pas prendre le discours à la valeur qu'elle a, mais juste comme pourquoi. Il y a ce feeling-là qui est plus présent qu'avant. Ouais. Que simplement comme, voici un discours, puis j'ai juste le terme anglais, at face value, mais on va faire comme, t'es qui toi, pourquoi tu parles, c'est quoi tes billets, c'est quoi tu veux faire. Comme on regarde plus les choses à travers cette lentille-là qu'avant où est-ce qu'on était programmé comme, voici ces canaux de communication qui se rendent aux gens, il y a des gens qui sont mis là, on sait pas trop pourquoi, mais c'est ça maintenant, c'est... Tu sais, il y a un livre que j'ai bien aimé qui s'appelle Revolt of the Public. Okay. Le connais-tu? Non, c'est un ancien analyste de la CIA. Écoute, le livre est mauve. Mm-hmm. Le livre est mauve, c'est un assez gros livre. C'est un ancien analyste de la CIA qui s'appelle Martin Gurry. Et, ancien, genre quelle époque il était dans la CIA? Jusque dans les années 90, je crois. Okay. Et lui, c'est intéressant. Alors, dans Revolt of the Public, ce qu'il dit, il y a une espèce de... En fond, il l'explique assez simplement. Il dit, avant, si tu voulais savoir, moi, je suis un analyste à la CIA, si tu voulais savoir ce qui se passait en France, tu lisais Le Monde et Le Figaro, puis tu savais ce qui se passait en France. Tu savais ce que les gens pensaient. Et il dit aujourd'hui, il dit, tu peux pas penser qu'en lisant Le Monde ou Le Figaro, tu comprends ce qui se passe en France. Exact. Faut que tu sois sur les médias sociaux, faut que tu sois sur les forums de discussion, faut que tu vois tous les médias alternatifs pour comprendre. Et il dit, au fond, les autorités traditionnelles, les médias, les partis politiques, certaines institutions politiques qui avant avaient les compétences puis le savoir, ben maintenant, tout ça, c'est un peu éclaté. Il y a comme une crise de l'autorité. Les médias sociaux, ça vient bouleverser tout ça. Tu sais, ça vient un peu bouleverser les sources, c'est-à-dire l'expert de la santé publique dit X, mais d'autres médecins disent Y. À qui est-ce que je suis censé me fier? Tu sais, mais ça, c'est un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, là. Il y a du bon et du mauvais là-dedans. Tu sais, ça a beaucoup... en tout cas, c'est un livre que je conseille, là. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est intéressant, mais c'est ça un peu que j'essaie d'écrire, mais c'est mieux, c'est comme il y a juste plus... Puis après, même se fier justement à qu'est-ce que tu vois en ligne, c'est comme, il n'y a pas vraiment d'autorité suprême. Fait qu'il faut... Mais tu sais, comme moi, éventuellement, ma théorie, c'est que tout le monde va participer à ça. Tout le monde va être en direct tout le temps puis dire qu'est-ce qu'il pense. Comme ça, c'est dans la dystopie future, là. Mais ça, c'est... Je sais pas... tout est en philosophie, je sais pas si tu théorises. Les trucs... ce qui change, tu vois, les mimes. Ouais. Les mimes, là, c'est un mode de communication qui est très primaire. C'est très peu de texte. Généralement, le texte, c'est des mots, c'est pas des phrases, c'est pas construit. C'est de l'image, c'est des mots, c'est quasiment instantané comme réaction. C'est des réactions assez primaires. Comme quand toi et moi, on se regarde, là, tu souris ou t'es pas d'accord, je le vois dans ton visage. Ça, c'est un mode de conversation, d'échange, de communication qui est beaucoup plus primaire. Puis ça, tu vois ça sur les médias sociaux. C'est pour ça que des institutions comme les médias traditionnels, on écrit des chroniques, on écrit des articles factuels, où on prend position avec des arguments. Parfois, sur les médias sociaux, où on n'est pas tout à fait là-dedans, parce que c'est pas le même mode de communication, ça change. Mais tu sais, en même temps, j'aime bien, moi, qu'on ait les médias alternatifs ou les médias sociaux, puis les médias traditionnels.
J'aimerais bien qu'il y ait comme un équilibre entre les deux. Là, on vit une période un petit peu. Je pense que, justement, en parlant du monde, puis tu sais, moi, j'utilise le terme, maintenant, j'utilise pas le terme média traditionnel, j'utilise le terme média d'héritage. Je trouve ça plus. Legacy, tu penses à. C'est parce que tu penses au mot legacy media. Legacy media, je trouve que c'est ma traduction. Mais je pense que quelqu'un d'autre a utilisé cette traduction avant que je fasse. Mais je pense que le monde, par exemple, leur chaîne YouTube, a réussi à amener cette aura de médias comme bien installée, mais dans un format, si ça t'intéresse, leur chaîne YouTube font des longs reportages vidéo, longs, genre des fois de 13 minutes, mais des fois ils font sur plusieurs épisodes, différents sujets. Eux, ils ont réussi à s'adapter, de prendre l'aura qu'ils avaient en tant que publication, puis le transposer au monde numérique. Puis c'est de quoi que, mettons, le Devoir aurait dû faire il y a 5 ans, comme commencer. Mais là, ils font de plus en plus de contenu vidéo. Ils le font plus. La presse fait pas du tout de contenu vidéo. Ils font des balados? Peut-être, je sais pas. Ouais, il y a Rad. Ouais, puis Rad. C'est ça, Rad, eux, même ils ont commencé, ils étaient avant-gardistes là-dessus. Ils ont commencé comme quand en 2017, je pense. Fait que c'est... Mais à part ça, sinon, on n'a pas de comme médias d'héritage. Puis TVA, eux, ils commencent à mettre sur YouTube, mais comme ça va pas bien chez TVA, mais... Non, ils ont... mais t'as raison, le Devoir aurait dû faire ça depuis un certain temps. Rad... En fait, Radio-Canada, c'est comme bien... La presse, ils ont eu la presse mobile. C'est ça leur transition. C'était ça leur transition vers la presse plus. Ouais. Mais c'est un petit peu daté. Je pense que c'est un petit peu daté aujourd'hui. C'est que ça cotise la même audience que les lisaient papier avant. Si je suis arrêté de faire le papier, mais là, c'est la démographique de gens qui lisent la presse. Elle a sûrement évolué, mais des gens, mettons, mon âge, qui vont lire la presse le dimanche avec leur iPad, il n'en existe pas grand. Comme... Non, ça, c'est la génération de nos parents. Exact. Je sais pas si ton père et ta mère font ça. Mon père, c'est l'iPad. Je les appelle iPad boomers. Puis, est-ce qu'il lit la presse? Peut-être. Je pense pas qu'il lit la presse. Ça, c'est... ouais, alors que nous, on le fait sur notre téléphone. Ou, exact. Puis on consulte pas les nouvelles de la même façon non plus. Mais comme quand tu as eu cette vague de médiatisation des derniers mois, est-ce que c'était difficile, comme au niveau personnel, d'être confronté genre à la haine qui est autour du nom Charest, genre au Québec, genre? Juste personnellement? La haine... parce que moi, je regarde les commentaires sur YouTube, sur Reddit. Je les vois aussi. C'est comme Charest, plus jamais Charest. Je les vois aussi. J'aime pas ça. Tu peux pas... Tu sais, quelqu'un qui dirait qu'il est indifférent à ça, même en politique, tu sais, quand tu reçois des élus, je sais pas si tu leur as déjà posé la question, comment vous réagissez, ou est-ce que vous êtes indifférent? Tu peux pas être indifférent. Puis... quelqu'un qui te dirait qu'il est indifférent ou qui s'en fout, moi, je le crois pas. Je pense que donc, j'aime pas ça. Mais comme, mettons... Mais en même temps, moi, je suis très fier. Je suis très fier de mon père. Je suis très fier de ses réalisations. Je suis fier de son parcours politique. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui. C'est quoi ses réalisations? Ses réalisations, écoute, le plan Nord, il y avait l'accord de mobilité de la main-d'œuvre entre la France et le Québec. Tu pouvais être infirmière en France, infirmière ici. Ça s'applique à toutes sortes de métiers. Je pense à l'entente sur le carbone entre le Québec et l'Ontario. Je pense à ce qu'on appelle le Conseil de la Fédération. Ça, c'est l'institution qui réunit toutes les provinces. Il n'y en avait pas avant. Les provinces n'étaient pas coordonnées avant. Il y a la première loi sur le développement durable, 2006. Première loi sur le développement durable qui, là, impose un cadre à tous les ministères. Là. Désormais, là, vous avez des indicateurs très clairs quand vous adoptez des politiques. Sauf pour Nordvolt. Ouais, mais là, c'est plus les libéraux qui sont là. Moi, je suis pas contre, souvent, en politique, je veux que le gouvernement réussisse. Si la filière batterie, c'est sérieux, puis ça participe de la décarbonation de l'économie, ben, j'aimerais que ça réussisse, j'aimerais bien. Donc, pour revenir à ton... Pour revenir à ta réalisations à ta question, l'accord de libre-échange, Canada-Europe. Ça, je pense que c'est un bon accord. On critique beaucoup le libre-échange, mais entre le Canada et l'Europe, moi, je pense que ça a été un avantage important pour les deux économies. Donc, il y a l'entente sur la santé. Le gouvernement fédéral reconnaissait pour la première fois de l'histoire que chacune des provinces ont des besoins distincts. T'sais, on vit dans un pays où la santé, c'est pas géré par Ottawa, c'est géré par les provinces. Puis la réalité pour la santé au Nouveau-Brunswick par rapport à la Colombie-Britannique et le Québec, c'est pas la même. Et le gouvernement fédéral n'avait jamais reconnu officiellement qu'il y avait des besoins particuliers, donc il fallait financer différemment. Reconnaissance, fédéralisme asymétrique, c'est 2004, ça. Et ça, je pense que ça a été un gros plus dans les réalisations. Est-ce que ce serait des choses que des Québécois nommeraient en parlant de l'ère Charest? Ils nommeraient ces choses que vous venez de lister en ce moment, que tu viens de lister en ce moment? Peut-être pas, mais généralement, on reconnaît ce qu'un gouvernement fait de bien
très tardivement, après. Puis c'est normal. C'est On normal. commence à être tardivement après. Là. Ben, René Lévesque, Robert Bourassa. Tu sais, Robert Bourassa, y a-tu des gens qui se rappellent de la loi 21? La première loi sur le français langue officielle, c'est pas le PQ. C'est les libéraux, puis c'est Robert Bourassa. Donc, tu sais, on porte, c'est normal, je pense que c'est normal qu'on soit dur, exigeant, très critique envers ceux qui nous gouvernent, peu importe le parti, que ça prenne du temps avant qu'on fait... Tu sais, on est... Je pense que c'est beaucoup plus facile de voir ce qui est pas bien que de voir ce qui est bien. Mais surtout quand on l'a mis en spectacle comme la commission Charbonneau, parce que ça, c'était le fun. Moi, j'étais jeune, je revenais de l'école, je regardais la commission Charbonneau. T'es-tu sérieux? Ouais, non, mais c'était du génie. Donc, ça prend du temps. Puis sur les commentaires, les insultes, les commentaires injurieux, je suis pas indifférent à ça, mais tu sais, toi, t'en reçois aussi, non? Relativement. Non, mais des gens qui disent c'est pas bien ce que tu fais. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est que de continuer de faire tes balados, faire les documentaires que tu fais, puis mais je veux dire... travailler, être discipliné, puis le faire sur des sujets qui intéressent les gens qui te regardent. Là, c'est ça, mais tu sais, comme moi, quand je pense à Leif Charest, c'est comme la commission Charbonneau, c'est genre la première chose qui me vient en tête. C'était comment pour toi la commission Charbonneau à cette époque-là? Tu regardais ça, tu étais comme juste intéressé. Ou même si on commence à la couverture de McLean qui sort là. Oublie pas, moi j'ai pas la tête plongée 24 heures sur 24 en politique, de la même façon que toi, t'avais pas la tête plongée dans. Mais c'est quand même intéressant s'il y avait comme ça qui se passait. Mettons, si mon père était premier ministre, je serais comme, oh mon Dieu, il y a une commission d'enquête sur les pratiques de croix de contrat de genre pendant que mon père était gouverneur. Mais pourquoi ça serait. Oui, mais c'est normal qu'il y ait des contre-pouvoirs, qu'il y ait des vérifications, qu'il y ait des commissions d'enquête. Mais là, ça devient une grosse chose de société. C'est vrai, c'est devenu un peu un cirque parfois. Mais quand il y a des vérifications à faire, quand il faut qu'il y ait des commissions d'enquête sur des sujets, c'est normal que le gouvernement mette sur pied des commissions d'enquête. Ça, c'est ça aussi la démocratie. Là. S'il y a un problème, un enjeu, ben on vérifie, on s'assure que la loi soit appliquée. Si c'est pas suffisant, on met sur pied des commissions d'enquête, puis elles sont publiques, puis le rapport est public. Pour que puis tous les gens peuvent regarder. Puis après, comme juger. Nathalie Normando, Machuré, toutes les kids, ça, c'est fou. Là. Ben, Nathalie Normando, à ce que je sache, là, c'est elle qui est une victime dans cette affaire-là. Là. Ça a été épouvantable le traitement qui lui a été réservé. Épouvantable. On la filme se faire arrêter. Les accusations qui n'ont ni queue ni tête. On a voulu la salir et la détruire. Cette femme-là, là, franchement, moi, j'ai une profonde admiration pour elle. Parce qu'elle tu sais, aujourd'hui, la vie publique, ça peut être profondément ingrat et très violent. Oui. On te filme les menottes aux mains, ça veut dire, l'image est forte. Les motifs d'accusation à son endroit avaient aucun sens. Elle n'a pas pu avoir un jugement parce qu'il y a eu l'arrêt Jordan, les procédures étaient trop longues, donc il y a des gens qui vont dire jusqu'à la fin qu'au fond, elle avait un truc à se reprocher, alors que je suis convaincu qu'elle n'avait rien à se reprocher. Cette femme-là, si elle n'avait pas, elle a montré une résilience, puis c'est un modèle. C'est un modèle, puis ça dit juste une chose. Ça dit vraiment juste une chose, tu sais. Ne jamais laisser tomber. Jamais laisser tomber. Même s'il y a un cirque médiatique, là, t'as des gens qui ne jamais laisser tomber. Moi, j'ai une profonde admiration pour elle. Puis elle est bonne dans ce qu'elle fait. J'aime son émission de radio, moi. Elle est bonne dans ce qu'elle fait. J'ai les lignes ouvertes, c'est comme mon rêve émission de radio d'avoir des lignes ouvertes. J'aime ça, les lignes ouvertes. J'ai fait une entrevue avec elle, je peux te dire, je t'en intimidé, là. Parce que je la trouve, écoute, elle est hyper professionnelle. Elle fait des lignes ouvertes, puis c'est pas évident, là. Non. Elle avait fait une ligne ouverte, puis c'était quelqu'un qui disait qu'il y avait des grosses difficultés sur le plan financier. Et c'était bouleversant ce qu'il racontait. Puis là, j'arrivais juste après. Et j'arrivais juste après, puis elle gardait son calme, elle faisait preuve d'empathie. Écoute, c'est une grande professionnelle. Mais, parce que moi, je pose ces questions sur les années 2000 du Parti libéral, parce que vous avez quand même contribué, vous avez été, on dit auteur, vous avez participé au plan de relance du Parti libéral. Puis je pense qu'une des choses à adresser, c'est dans la perception publique, c'est surtout des jeunes, mettons, parce que vu qu'on était jeunes, pendant que c'est arrivé, c'était comme « Ah, qu'est-ce qui se passe dans la politique? Ah, ben là, il a dit un chum, c'est un chum, il y avait de l'argent dans son bas. » Tu sais, on parlait des choses drôles comme qui sont passées pendant la commission Charbonneau. Ça a été trivialisé, ça a été disséminé dans la pop culture par des émissions comme Infoman, comme whatever. Fait que c'est pour ça que moi, c'est ça qui m'a marqué de cette époque-là. Je pense à Nino Zambito qui est là, puis qui rit, genre, qui me fait rire. Genre, c'est ça qui est ancré dans... Fait je suis juste comme...
le Parti libéral, dans ma tête, on parlait des réalisations de votre père, mais si on me demandait juste mon feeling, c'est quoi l'héritage de la commission Charbonneau, c'est littéralement genre un chum, c'est un chum. Genre, pis c'est plus sûrement la ville de Montréal, mais je veux dire, ça fait partie de ça dans ma tête, comme. Si, tu sais, je pense que les principaux problèmes étaient au niveau municipal. Ouais, for sure. Laval, le maire de Laval. C'était drôle, cette... c'était qui, ça? Il est décédé depuis. Mais bref, oui. Mais sur ça, je trouve... le parti, tu parlais de la perception négative, là. Le jugement du public est sévère. Puis c'est correct. Et ils ont été battus en 2018. Ils ont perdu une nouvelle fois en 2022. Puis c'est un parti qui se reconstruit. Je pense que toute la lumière a été faite sur ça. Puis là, aujourd'hui, c'est un parti qui doit dire, bon, ben là, on veut redevenir une alternative crédible à la CAQ. On est en train de se reconstruire. Puis c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que, tu sais, et je pense que le temps fait bien les choses. Mais c'est un vieux parti. C'est un parti qui a des ressorts. C'est un parti qui a fait des grandes choses pour le Québec, comme les autres partis politiques. Tu sais, chaque parti... et c'est normal qu'ils se reconstruisent. Les partis, ça se reconstruit jamais au gouvernement. Parce que c'est élu sur une plateforme ou des idées, en principe. Là, et ça applique son programme, puis ça gère. Tu sais, ça vient, ça gouverne. Donc, généralement, moi, je trouve que c'est des moments super intéressants. Les moments les plus intéressants pour les partis politiques, c'est pas quand ils sont au pouvoir. C'est quand ils sont dans l'opposition. On parlait de QS tout à l'heure, là. Du défi pour QS de devenir un parti de gouvernement. Ben, le défi pour le PLQ, c'est de redevenir une alternative crédible pour les jeunes, puis pour tous les Québécois. Québécois en région aussi. Mais partout. Partout, parce que c'est un parti qui a perdu des plumes partout. Il a perdu des plumes dans la grande région de Montréal, il a perdu des plumes... Je me rappelle dans le temps, les grosses circonscriptions de Philippe Couillard là, dans le Saguenay, puis tout qui gagnait... À Robertval. Lui avait gagné à Robertval, oui. Il me semble, là, c'est la CAQ là, qui rentre direct. Là. Non, mais parce que je pense que le parti n'était même pas sur la glace. C'est-à-dire, pour les électeurs, à ce moment-là, là, on parle de 2018, mais surtout de 2022, on est comme hors jeu. On n'est même pas une option dans l'esprit, je pense, de beaucoup d'électeurs. Là... Ça change. Il y a beaucoup de travail à faire, je pense. Mais tu sais, on a fait un truc, c'est intéressant dans ce rapport-là. Bon, alors, le parti décide qu'il met sur pied un comité pour qu'il va rédiger un rapport sur le parti, sur l'avenir du parti. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ce que les militants ont dit. Puis je peux te dire que c'était pas sur l'état du parti. Très critique. On a fait toute la transparence sur ça. On s'est dit, bon, ben... Puis on a eu le débat, on s'est dit, est-ce qu'on va écrire dans un rapport toutes les critiques et ce qui va pas bien au parti? Bien, on le fait. On le fait parce qu'il fallait que les militants voient bien que le message avait été reçu. C'est quoi qui revenait le plus comme chose qui fonctionnait pas? Il y a une déconnexion. Il y avait une déconnexion entre les militants sur le terrain puis le parti. Sur le message. Il y a encore une base militante du Parti libéral? Il y a encore une base militante, oui. Oui. Mais il y a beaucoup d'électeurs qui seraient prêts à voter libéral, mais qui sont allés à la CAQ. Certains même ont voté pour le Parti conservateur, qui pendant longtemps ont voté libéral, mais qui, je pense, maintenant sont déçus, mais ils ne sont pas encore convaincus. Ils attendent, ils ne sont pas encore convaincus, mais ils cherchent une alternative. Là, est-ce que parce que les récents sondages ont montré quand même qu'il y avait plus de points au Parti libéral, puis ça a été attribué beaucoup à la montée du Parti québécois, le fait qu'ils ont remis la question nationale de l'avant, la question de la souveraineté, fait que ça fait recamper les gens dans la traditionnelle opposition libérale péquiste. Moi, je dirais... OK, c'est intéressant sur PSPP. Moi, j'ai une thèse sur PSPP. OK, allons-y. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est élu chef du Parti québécois. L'État, le parti n'a jamais été aussi mal en point avant l'élection. Quand il fait l'élection, c'est son tremplin. C'est là où il s'est fait connaître. C'est là où il s'est fait connaître par les électeurs. Il fait des bons débats. Il est compétent. Franchement, il mène une bonne élection. Puis les attentes sont super basses. Il ne gagne pas l'élection. Mais après ça, disons qu'il est sur l'écran radar de beaucoup d'électeurs. La CAQ est encore en avance dans les sondages. Puis au moment où ça commence à mal aller, on a parlé du troisième lien, financement des universités, décisions arbitraires et injustices. Là, les gens... Puis là, on voit... Puis il y a des services publics qui fonctionnent mal. Bon. Il y a toutes les choses que François Legault a dit qu'elle allait faire aussi par rapport à Ottawa. J'ai besoin d'un mandat fort. C'est ça, exactement. Puis là, les gens sont insatisfaits. Puis je pense que là, ils commencent à se chercher une alternative. Qui est sur leur écran radar? Le PSPP. Il est jeune, il est dynamique, il est intelligent. Donc, l'histoire de la montée des sondages du PQ, à mon avis, c'est d'abord et avant tout
la dégringolade de la CAQ dans les sondages. Puis, le principal bénéficiaire de ça, la CAQ baisse, le PQ monte. C'est pas la souveraineté qui monte. Parce que la souveraineté stagne. Je suis pas d'accord. Parce que moi, je veux dire, j'ai fait de l'entrevue avec Paul Sévère Plamondon, puis si j'analyse comme juste la discussion que cette entrevue a générée, à ce moment-là, puis je me rappelle, j'avais dit aux gens autour de moi, je suis comme, oui, il va pas avoir une grosse élection. Puis je l'ai senti, comme j'analysais beaucoup la campagne électorale, je l'ai dit sur Twitch, j'étais comme, il n'y a pas une bonne élection, mais comme c'est lui qui a eu la meilleure campagne, comme ça paraissait, comme le sentiment par rapport à lui était très positif, même à ce moment-là. Ouais. Même si ça ne s'est pas transposé dans des votes, je sens qu'il y avait de quoi de fond où est-ce qu'il a connecté. Comme tu peux avoir une bonne campagne. Comme j'ai dit, Québec solidaire a eu une bonne campagne en 2018, pas en 2022. Il y a comme de quoi qui s'est passé. Puis le fait justement qu'il n'y avait pas d'attente, puis qu'au lieu de venir ici puis de me parler de programme, on veut faire ça au gouvernement. Il parlait juste d'idées, puis de concepts qui sont intemporels. Ils sont pas juste limités à une campagne électorale. Ça a attiré plus les gens, puis peut-être ça illustre plein de choses sur à quel point on parle pas assez d'idées. On parle juste d'électoralisme, puis nous, on veut 10 milliards, nous, on a 5 milliards, nous, on a 8 milliards. Tu sais, comme lui, il était juste comme, non, je vais parler de ce que je ressens, puis qu'est-ce que je pense. Mais tu vois, ça a eu lieu notamment pendant l'élection. Ça a été un tremplin pour lui. Ouais. Parce que ça l'a fait connaître. Son style et ses propositions. Puis tu as raison de dire, je pense qu'il était davantage sur pourquoi je suis souverainiste. Tu sais, lui, il se cache pas, là. Quelle est ma vision? En même temps, c'est facile pour lui parce qu'il sait qu'il ne formera pas le gouvernement. Donc, on a moins tendance à lui demander, tu fais quoi en santé, en immigration? Tu baisses, tu augmentes les seuils. En immigration, en matière de... Non, oui, c'est vrai, tu as raison. Sur lui, oui, tu as raison. En matière d'éducation, où est-ce que tu alloues des fonds? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta priorité? Puis sur les services sociaux, sur une foule de sujets, je pense qu'on l'attendait moins. Non, mais même, est-ce que tu présentes une équipe qui est capable de former un conseil des ministres? C'est la question principale. Mais je pense, il n'y a pas d'engouement quand on parle de la souveraineté en tant que telle. C'est relativement stable. On est autour de 30%. Il y a un mouvement chez les jeunes. Tu penses qu'il y a un mouvement? Chez les jeunes? Bon. Il y a comme de quoi qui est dans l'époque, qui est comme aussi avec tous. Je pense qu'il y a une esthétique du jeune souverainiste. Puis ça, c'est vraiment de ma vision, de pas analyse politique, de juste personne qui documente la culture. Là. Je pense qu'il y a un essor de la pensée souverainiste. Mais pourquoi tu penses ça? Parce que j'observe Internet, je vois qu'est-ce qui génère de l'engagement, les discussions en ligne. En tout cas, sur Internet. Puis quand tu parles avec des gens, comme la discussion revient plus souvent. Tu sais, comme j'étais à un endroit, je parlais avec du monde, je suis comme, toi, t'es souverainiste comme moi je suis souverainiste. Tu sais, comme la discussion est revenue de l'avant. Puis quand, justement, t'es genre jeune, puis comme tu t'aimes ça, comme faire des choses, dire non, c'est comme moi, je suis tout le temps, c'est comme, t'es comme non, t'es comme, ok, t'es comme Jean Chrétien, genre, je fais tout le temps cette joke-là. Mais c'est parce que, tu sais, comme la campagne du nom de Jean Chrétien en 95, où je pense, je pense qu'il y a le 80. Il était-tu dans la campagne du nom en 80, Jean Chrétien? Non, je pense. Oui, assurément participé à des événements. Il était tellement comme. Il y a un documentaire là-dessus sur le site de l'ONF. Il y a comme. C'était tellement. Je pense que c'était 80, actually. Il était tellement comme négatif. Je pense que la négativité. C'est pour ça que le nom, que ce soit associé à rester dans le Canada, c'est tellement de génie pour les souverainistes parce que c'est comme tellement plus le fun de dire oui. Puis je pense que les choses de fun, ça attire plus les jeunes. Mais là, on était. Les millennials, eux, ils ont vécu le hangover de 95, tout ça, comme ils ont des souvenirs de jeunes. C'est comme. Puis les Gen X, eux, ils étaient comme. Ils ont voté. Pis tout. Mais les Gen Z, on est juste comme let's go. Genre, on fait un pays. Genre, je sais pas. C'est comme. Il y a ce sentiment-là. Tu sais, comme mon ami Shane, il est YouTuber immigrant de deuxième génération comme moi. Puis lui, il est souverainiste juste pour les vibes. Genre, tu comprends? Ouais. C'est juste le fun. Genre, tu comprends? Ouais. Mais tu peux pas. Tu peux pas mettre ça. C'est dans le terrain des choses sérieuses, puis de la politique, puis du pragmatisme. Je comprends. Mais je parle au niveau juste de la culture. Ouais. Je pense qu'il y a un shift définitivement. Mais faire un pays sur des vibes, ça, par contre. Mais j'ai compris ce que tu as dit. Je pense que j'ai compris. Quand tu es jeune, t'inscrire dans un mouvement, quelque chose qui te dépasse, aspirer à un projet, là, quelque chose de plus grand que soi. Mais tu peux être fédéraliste et aspirer aussi à des projets. Il n'y a pas de vibes avec fédéraliste, je les arrête pas de simple. Moi, honnêtement, c'est drôle que tu l'aies dit, parce que faire la souveraineté sur des vibes, c'est de quoi que je crois profondément, genre. Ouais, mais quand tu poses, parce que ça suffit pas, ça suffit pas, à mon avis, quand tu poses la question, t'es souverainiste, toi, quand tu demandes pourquoi aux gens, qu'est-ce qu'ils te répondent? Qu'est-ce qu'ils répondent au juste? Pourquoi je suis souverainiste? Mais c'est ça, c'est quoi? Ben, moi, ma réponse, c'est que je pense que c'est
Puis si on parle de Sociéfun, je pense que c'est la culmination de l'histoire du Québec va se terminer, puis va commencer la vraie histoire du Québec avec quand le Québec va devenir un pays. Comme, je pense que si tu analyses une perspective historique de qu'est-ce qui s'est passé, puis je pense que souvent, vu qu'on est dans l'ère de comme la modernité, comme le mur de Berlin est tombé, l'histoire est finie, tout, on s'inscrit plus comme dans l'histoire, mais je pense que comme il y a de quoi terminer puis commencer la... C'est de quoi très abstrait, je comprends. Là. C'est pas ancré dans comme le dédoublement des pouvoirs avec Ottawa puis tout. Non, il faut se réapproprier notre... Non, c'est de quoi justement d'abstrait. Mais après, moi, je vais pas me mettre devant pour faire la campagne du oui puis dire comme oui. Mais juste mon sentiment personnel en tant que citoyen, c'est que ça s'inscrit dans une histoire qui date puis qu'on est dû puis que c'est ça. Mais après... il y a plein de raisons. Tu sais, je pense que, justement, on parlait des écoles en décrépitude, d'autres choses, on parle de plein de choses. Je pense que faire le travail de décentralisation, que ce serait la souveraineté du Québec, puis tous ces champs de compétences, les enlever, les centrer à Québec, les mettre dans les régions administratives, créer des départements ou quelque chose qui vont être plus proches des gens, c'est quelque chose qui m'intéresse, comme que ce soit plus régionalisé, les régions aient plus de pouvoir, plus d'autonomie. C'est quoi qui... Parce que, aussi, puis un de mes nouveaux arguments que j'essaie de développer, c'est qu'on parle tout le temps que comme c'est tellement une bureaucratie, le Québec, le Canada, tout. Ben, une bonne façon de comme régler ça, ce serait de recommencer. Comme, faisons des nouveaux systèmes législatifs, faisons un nouveau système démocratique. Regardons qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Comme, je pense que, puis tu sais, c'est ça, j'ai pas de double doctorat en politique, là, je peux pas dire concrètement comment ça s'explique, mais c'est des observations que j'ai en tête. Il n'y a pas de contradiction en voulant, en adhérant à un projet politique sur la question nationale et en voulant aussi régler le quotidien puis la santé, l'éducation. Moi, je vois pas d'opposition entre les deux. Puis d'ailleurs, tu le dis bien. La souveraineté, c'est généralement fondé sur une lecture puis une vision de la question nationale. Par exemple, pour moi, la question nationale, c'est la question de l'avenir du Québec. Okay. La question de l'avenir du Québec, ça appartient pas à un camp ou à un groupe ou à une idéologie en particulier. Il y a plusieurs façons de comprendre ce qu'on appelle la question nationale, puis plusieurs façons d'y apporter des solutions. Ça peut être la souveraineté, ça peut être fédéraliste, ça peut être la troisième voie. Je crois pas beaucoup à la troisième voie, j'ai écrit sur ça. C'est quoi la troisième voie? La troisième voie, c'est... on n'est ni fédéraliste ni souverainiste. On veut sortir du statu quo. Tu sais, l'opposition fédéraliste-souverainiste, c'était le discours de Legault, c'est la position de Legault. Moi, je pense qu'elle est intenable. C'est fédéraliste, nationaliste, Québec fort dans un Canada uni. Quand tu leur demandes, êtes-vous fédéraliste ou nationaliste? Parce que fédéraliste, c'est est-ce que tu acceptes de vivre dans le Canada? Tu sais, c'est comme... Et là, ils veulent pas se prononcer. C'est comme si tu demandes à un gars, « Hey, t'es-tu avec ta blonde, oui ou non? » Puis il veut pas se prononcer alors qu'il est en relation avec sa blonde. Come on. Parce que François Legault, c'est le gars qui, quand il était genre dans la trentaine, il a écrit comme le budget. Genre, tu sais, il était tellement impliqué. C'est un souverainiste hardcore. Ben, c'est ça, il était sûrement qu'il traitait le monde de fédéraliste, comme je vois son caractère. Oui, oui. Et alors, tu sais, il y a des... Alors, il y a plusieurs façons de comprendre ou de voir la question nationale. C'est pas vrai que la seule option, c'est être souverainiste. Tu sais, moi, je me considère comme étant un nationaliste. Moi, ce qui me dérange parfois avec le débat sur la souveraineté, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a une confusion entre les moyens et les fins. La souveraineté, c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est pas, tu sais, la souveraineté, c'est pas un but. C'est un moyen. Alors là, ça pose la question, c'est quoi la fin? Pourquoi tu es souverainiste? C'est pour ça que je pose cette question-là. Est-ce que c'est pour préserver la langue, la culture? Est-ce que... est-ce que c'est... Mais je suis sûr que oui, en fait. Mais je pense pas que ça va préserver, mais ça donne... Tu sais, s'il y avait un troisième pays en Amérique du Nord, comme... On pourrait faire un move K-pop, tu sais, la Corée du Sud, là, on pourrait faire un move comme... On pourrait faire un move comme devenir comme une puissance mondiale culturelle à travers de l'art, comme... Puis là, tout le monde serait comme, oh my God. Qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, Mounir, moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, j'aimerais ça, je vais te le dire. J'aimerais ça que le Québec existe dans 400 ans. OK, bars. J'aimerais ça j'aimerais que ça soit une communauté francophone. Je sais que dans 400 ans, le Québec va être différent du Québec dans lequel toi et moi, on vit. Mais j'aimerais qu'il porte encore une certaine histoire puis une culture, qu'il y ait une continuité. On est attaché à des institutions démocratiques, l'Assemblée nationale, le Parlement. On a un code civil. C'est unique en Amérique du Nord. Là. Je sais que ça ne fait pas triper le monde, mais c'est le seul endroit où tu as un système de droit qui est différent. Le code civil. On a une langue. On est la seule juridiction où tu as un nombre important de francophones. Ça, c'est quand même extraordinaire en Amérique du Nord. On est le seul endroit. Montréal, c'est la seule grande ville francophone en Amérique du Nord. Exact. On a une littérature.
On a une histoire singulière, originale. Il y a quelque chose d'original au Québec. Et toutes les minorités savent une chose, hein? Il faut être plus intelligent pour pouvoir survivre, s'épanouir et continuer à exister. Il y a quelque chose comme un génie québécois. On est des patenteux. Tu sais, je pense à Bombardier, par exemple. Ça n'a pas toujours été une grande entreprise. Il y a quelque chose d'unique. La langue, la culture, notre histoire. Et pour moi, l'important aujourd'hui, là, quand je pense à la question nationale, c'est comment on fait pour conserver cette richesse. Puis on sait qu'elle va changer, là, le Québec. On fait un pays. On peut faire un pays, on peut rester dans un ensemble qui est plus grand. Pour moi, si tu veux, le Québec est déjà souverain. Dans tous les domaines essentiels de son existence, l'éducation. L'éducation, c'est la transmission de la langue, de la culture et de l'histoire, notamment. Pas seulement, mais notamment. On est souverain. La gestion des services publics essentiels, on est souverain. Ben, avec les transferts en santé, il y aurait des gens qui argumenteraient que c'est pas... Oui. Puis il y a un débat à faire sur ça, mais sur les domaines essentiels de notre existence, la langue, la culture, l'enseignement de l'histoire, on est souverain. Écoute, à tel point, on a des délégations du Québec à l'étranger. En France, à Tokyo, à Mexico, par exemple, en Amérique latine. À New York, un peu partout dans le monde. Donc, pour moi, on est souverain. Et je pense que, et c'est la vision du fédéralisme que moi je défends sur la question nationale, c'est comment on fait pour préserver cette richesse qui fait l'originalité du peuple québécois sur un horizon de 400 ans. Et c'est ça, c'est ce qui doit nous animer. Donc, il y a d'autres façons, je pense, parce que c'est pour ça que je dis moyen et fin. La souveraineté, c'est un moyen. Tu sais, c'est pas une fin en soi. Il y a une confusion chez beaucoup de souverainistes. Je dis pas toi, là, c'est un constat que je fais. Je trouve que souvent, il y a une espèce de confusion, il y a une fixation. La souveraineté, c'est comme un fétiche. C'est comme une espèce de... comme un drapeau. C'est un feeling. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens tu sais, parce que j'ai fait une entrevue avec un vulgarisateur sur Internet, Farnell Morissette, il fait des vidéos en ligne. Là. Je l'aime bien, moi, je trouve qu'il est super bon ce qu'il fait. Mais lui, il défend un peu... lui, il est comme pas... Sa position sur la souveraineté, c'est... Je suis pas fédéraliste, je suis pas souverainiste, mais présentement, un projet qui fait du sens, puis là, on peut en reparler, mais pour l'instant, c'est un peu cette idée de moyen puis de fin. Mais je pense que c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est de quoi dans le cœur? Genre, c'est comme tu veux un pays, genre les patriotes sont faits pendre, la rébellion, toute la... Mais tu penses... écoute, quand je te dis, tu sais, par notre langue, notre culture, nos institutions démocratiques, notre littérature, on l'oublie, la littérature, la poésie québécoise, il y a quelque chose d'unique et de singulier qui mérite. Qui mérite d'être conservé, d'être perpétué. Et qui mérite d'être promu partout dans le monde. C'est ça que je veux, moi. Et ça transcende les partis politiques, les idéologies. Pour moi, là, donc tu sens bien que ça vient des tripes, c'est pas une affaire abstraite, là. Moi, je veux que ça continue. Et ce discours-là, à bien des égards, rejoint beaucoup de souverainistes, parce que je pense que si tu leur demandais vraiment ce qu'ils veulent, c'est ça. Je peux me tromper, là, mais c'est ça. Alors, trouvons les meilleurs moyens pour assurer que le Québec qu'on aime, ce qu'il y a de singulier chez nous, ça continue. C'est ça qui est important. Je pense que c'est ça qui est important. Ensuite, écoute, sur l'histoire, tu me parles de l'histoire. Connais-tu les deux écoles historiques? Il y a une école qui s'appelle l'École de Québec puis l'École de Montréal? Non, mais je vais caricaturer. OK. Je vais le simplifier, mais je trouve que c'est intéressant pour notre discussion. OK. Alors, dans les années 40 jusqu'aux années 70, tu as à l'Université Laval un groupe d'historiens. Tu as à l'Université de Montréal un groupe d'historiens. Et ils n'ont pas la même lecture sur le Québec. Ils n'ont pas la même vision des choses. Alors, le groupe d'historiens à Montréal, eux, ils pensent que l'infériorité, le retard économique, social, culturel du Québec, c'est la cause de la conquête. Puis que depuis ce moment-là, le Québec a un retard dans son développement. Et il faut se libérer de ça, puis c'est la souveraineté qui est la solution. Le groupe de Québec, eux, ne sont pas d'accord avec ça. Le groupe de Québec, ils pensent que c'est des raisons qui sont plus internes. Le clergé. Une forme de nationalisme qui est renfermé sur lui-même, qui nous empêche de nous développer économiquement, socialement et culturellement, puis favorise plus le fédéralisme. Et je trouve intéressant les deux écoles historiques, là. Et t'as deux lectures. C'est dans quelles années, ça? 40 jusqu'aux années 70. Okay. C'est des historiens comme... pour l'école de Québec, c'est des historiens comme Marcel Trudel, Fernand Ouellet. À Montréal, ils sont très influencés par Lionel Groulx, mais c'est des gens comme Guy Frégault, par exemple. Puis c'est deux lectures très différentes. Tu sais, à Montréal, c'est non, notre problème, c'est la conquête. Il faut faire un pays. À Québec, c'est non. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on accuse un retard dans notre développement. Bref, tu sais,
Mais je pense que, c'est sûr que la conquête, elle a pas aidé, là, comme je veux dire. Avant qu'il y ait la revanche des berceaux, qu'il y ait comme, je sais pas quoi, comme ils ont quand même essayé de coloniser, de faire disparaître le français quand les Anglais ont conquis. Les Français ont-ils montré beaucoup d'intérêt à conserver la Nouvelle-France? Non, ils nous ont laissé. Mais non, mais ils ont privilégié la Martinique et la Guadeloupe et ils ont privilégié autre chose. Les Français, tu sais, on a été coupés de la France pendant longtemps. Donc, c'est comme ça. Non, mais je parle, une fois que la conquête arrive, là, comme oui, on a perdu sur les plaines, tout, comme il y avait quand même une hostilité puis une volonté de coloniser les gens qui étaient francophones ici. C'est quand même pas un miracle, mais c'est quand même étonnant que le français ait perduré ici. Parce qu'avec l'Acte de Québec, on conserve deux choses, la langue et la religion. À ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et donc, si tu veux, les fondamentaux de ce qu'est l'existence de ce peuple, qu'on n'aurait pas appelé québécois à l'époque, là. Canadien, français. Canadien ou français, là. Parce que c'est vrai qu'on passe de canadien à canadien-français à québécois. Les aspects fondamentaux de l'existence de ce peuple qui existe, qui va devenir le peuple québécois, sont conservés, sont préservés. Ensuite, mais tu vois, c'est intéressant parce que l'École de Montréal dit non, la conquête, c'est un problème. L'École de Québec dit non, oui. Il y a toujours, tu sais, forcément, il y a eu des problèmes, mais c'est pas ça la raison principale pour laquelle le Québec accuse un retard ou la difficulté à se développer sur le plan social ou économique. Je pense que les deux analyses, les mettre en opposition, je pense qu'ils sont quand même complémentaires parce que les deux ont... Peut-être. Ouais. Mais ouais, eux, à Montréal, la souveraineté, je sais pas. Je sais pas. Moi, je me dis, mettons, t'avais 18 ans en 95, t'aurais pas voté oui? Parce que moi, je me dis... Ça, moi, ben non, là, pourquoi? Pas. Toi, t'es sûr de ça? Je me dis... Parce qu'avant, je disais pas que j'étais souverainiste. Je disais que si j'avais eu 18 ans, j'aurais aimé ça que la souveraineté arrive en 95. Puis que je grandisse dans comme un nouveau pays. Je comprends parfaitement pourquoi plein de gens auraient voté oui. Je sais pas si j'aurais voté oui. Je suis pas capable de répondre à ça. J'ai une fibre en moi. Moi, j'ai une fibre en moi qui est assez nationaliste. Je suis attaché à la langue. À la culture, à l'identité québécoise, très, très attaché à ça. Je rejoins beaucoup, je pense beaucoup de souverainistes de ce point de vue-là, mais je pense pas que la souveraineté est la meilleure solution. Puis je fais pas de fixation sur... faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut préserver avant un projet. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce en quoi on croit puis ce que ça veut dire d'être québécois. Si on se met d'accord sur ça ensuite, posons-nous la question, quel projet on veut? T'sais? On veut se doter, c'est quoi notre projet ensemble? Moi, je veux juste que les Français arrêtent de dire qu'ils viennent au Canada quand ils viennent au Québec. Hey, come on. La plupart des Français, maintenant, ils la font, la distinction. Là. Pas sur TikTok, en tout cas. Pas sur TikTok? Non, okay, je suis pas sur TikTok, je sais pas. Non, ils la font pas. Oh, je m'en viens au Canada tester la poutine à la banquise, non? Tu te rappelles la pub de Orange? Orange a fait une pub il y a quelques années, puis c'est un Québécois qui rentre dans un magasin pour changer ou acheter son cellulaire. Puis là, il y a un accent québécois hyper bizarre qui n'est pas un vrai accent québécois parce que les Français ne sont pas capables d'imiter l'accent québécois. Puis le gars lui répond, tire-toi une bûche, moi t'apporté ça. Puis c'est plein de... Tu l'as pas vu? Écoute, je ressors ça. C'est une pub que Orange a fait, là. Mais pour la France, ils ont fait une pub avec un Québécois. Wow! Oui. Puis là, ça avait fait... C'était comme la première page de Ricardo dans un magazine français. C'était le coureur des bois, là. Oh my God. C'était débile. C'était débile la façon dont il le décrivait. Mais c'est bon, il y a des gens en France qui connaissent bien le Québec, là, tu sais, qui sont... Mais si on parle, mettons, OK, fait que là, on oublie la souveraineté, là, comme par rapport à ça, mais comme, moi, de quoi de fondamental, je pense, dans la culture politique québécoise qu'il faut changer, c'est le mode de scrutin. C'est comme tout notre fonctionnement législatif. Je trouve que le fait que ce soit comme chaque 4 ans, qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir en tant que tel. Oui, là, tu vas dire, tu as dit au début, les amendements, comme souvent, ils sont écoutés, puis c'est bien, I guess. Mais j'ai l'impression que on pourrait avoir une vie démocratique plus saine que ce qu'on a, moins top-down que maintenant. Parce que oui, ils acceptent les amendements parce qu'ils sont souvent réfléchis, raisonnables, puis ils contribuent à un projet de loi, mais il y aurait en tant que tel le pouvoir de ne rien accepter, bâillonner tout ça, faire passer le projet de loi. Qu'est-ce que tu penses de la réforme du mode de scrutin? Moi, je suis plutôt... il y a plusieurs... Alors, je pense qu'il faut qu'on s'entende sur le constat. À la dernière élection, tu as des partis politiques qui ont obtenu plus de 12% du vote, mais 0 député à l'Assemblée nationale. Fou, ça. Bon, tu sais, ça... Alors, là, la question se posait, alors là, tu as peut-être 200 000, 300 000 personnes, là, d'un nombre considérable de gens qui ont... Je pense que c'est 500 000 personnes qui ont voté. Le Parti conservateur, ils ont obtenu, si je ne me trompe pas, entre 12 et 13 %. Oui, je pense que c'est 500 000 personnes qui ont voté. Le PLQ a obtenu 14 %. Et pourtant, le PLQ est l'opposition officielle.
Le Parti conservateur n'a pas obtenu de députés. Bon, alors l'argument, c'est qu'il y a une distorsion entre le résultat puis le nombre de députés qui sont élus. Il y a un déficit, je pense, certains pensent qu'il y a un déficit démocratique. Est-ce qu'on peut améliorer le système électoral? Oui. Ce qui est proposé, certains proposent une proportionnelle, une forme de proportionnelle, c'est-à-dire le parti obtient X pourcentage, donc même s'il ne gagne pas, il obtient un nombre de députés à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres scrutins, comme un scrutin préférentiel. Là, c'est comme un ranking. Ça, je sais pas. Moi, ma suggestion, je peux-tu la mettre sur la table? Oui, vas-y. Je l'analyse. Moi, je pense qu'on devrait inspirer un peu du modèle français, whatever, mais genre, qu'on vote, ça peut être dans la même élection, pour le député, puis qu'on vote pour le premier ministre sur le même bulletin de vote. Ça veut dire que tu peux voter pour François Legault comme premier ministre, mais je veux le député de Québec solidaire. Puis comme ça fait en sorte qu'il y aurait une... Alors là, on est... Une élection législative. Il faudrait changer le régime. Parce que toi, peut-être que tu as une préférence pour un régime présidentiel ou semi-présidentiel, à l'américaine ou à la française. Il faudrait qu'on change de régime. Moi, j'aime bien le régime parlementaire. Mais ça peut être un régime parlementaire? Non, parce que le premier ministre, c'est le premier parmi ses pairs. Exact. Puis le premier ministre, il est redevable devant le Parlement. Il a à rendre des comptes, le gouvernement a à rendre des comptes au Parlement. C'est le Parlement qui représente le peuple dans notre système. J'ai une préférence pour le système préférentiel, je pense, parce que l'idée, c'est comment on fait en sorte que les gens puissent participer davantage, que la voix des électeurs soit davantage entendue, puis qu'il y ait une meilleure représentation de la voix des électeurs. Le régime, le scrutin préférentiel, c'est ce que fait l'Irlande puis l'Australie. C'est que tu es obligé, tu dois choisir par ordre. Alors, admettons, toi, tu es péquiste. Ton premier choix, c'est le PQ. Deuxième choix, c'est QS. Troisième choix, disons, c'est PLQ. Mais dans ma tête, c'est en opposition avec le fait de voter, d'avoir un deuxième parti préféré. En fait, ça donne beaucoup plus de pouvoir à l'électeur. Parce que là, l'électeur doit se prononcer, puis là, moi, je trouve que ça représente mieux la voix de l'électeur. Puis toute personne qui gagne dans un comté, il ne peut pas gagner à 34 %. Il doit gagner à 50 plus 1. Donc là, c'est très, très clair. Ton député dans ton comté, là, il n'a pas obtenu 20 % dans une partielle ou 40 % dans une élection générale. Il a obtenu 50 plus 1, il y a une majorité, autrement dit. Puis, ta voix est plus importante parce que tu auras choisi, parce que là, tu auras choisi clairement qui tu veux. Ça, je trouve que moi, j'ai une préférence pour un scrutin préférentiel. Mais j'irais plus loin que ça, parce que toi, tu as parlé de contre-pouvoir. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une réforme de l'Assemblée nationale, du rôle des parlementaires. Ah oui, comment ça? Moi, je pense qu'il faut... je suis pas sûr... je suis pas sûr que dans la façon dont... Je vais donner un exemple. Dans les commissions parlementaires, le vote du président de la Chambre, par exemple, je pense qu'il y a des choses à revoir dans le fond. C'est quoi que le vote du président de la Chambre? Ça va être lui, il peut trancher. Oui, le président de la Chambre, ceux qui vont être dans les commissions parlementaires. Je pense qu'il faudrait revoir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin de changer de régime pour améliorer le fonctionnement des institutions démocratiques. Moi, je pense qu'il faut revoir le rôle de la fonction publique. Tu parlais des services publics, de la bureaucratie tantôt. Je pense qu'il faut redéfinir le rôle de la fonction publique, surtout des sous-ministres, des grands fonctionnaires, pour probablement donner plus de liberté aux ministres de choisir leur staff, leur chef de cabinet, ce qu'ils n'ont pas, très, très souvent. Ça a l'air... C'est des listes d'ancienneté, genre c'est la... Non, souvent c'est au bureau du PM que ça se décide. Faut donner beaucoup plus de responsabilités. En fait, le problème, c'est que le politique a de moins en moins de pouvoir. C'est l'exécutif, tout. Tout est concentré au bureau du PM ou dans la machine. La machine. La machine, c'est la fonction publique. Ouais. C'est la façon dont bien des gens dans le gouvernement vont décrire la fonction publique. Là. Et... alors, redéfinir le rôle du ministre, la fonction publique, le fonctionnement du Parlement, je pense, et le mode de scrutin. Moi, je ferais une réforme qui est démocratique et beaucoup plus large. Je pense que c'est ça vers quoi on devrait... Moi, c'est ce que je préconiserais. Parce qu'il y a des ministères comme... en plus, ils parlaient de ça ce matin. Parce qu'avec la nouvelle agence qu'ils veulent faire pour l'agence transport infra... en plus, c'était Nathalie Normando qui disait ça ce matin par l'Arcan. Elle disait que il y a un lanceur d'alerte qui a dit qu'ils veulent qu'il y ait 300 employés là-dedans, éventuellement. Mais dans le fond, ces ministères-là... Puis là, elle a commencé à lister tous les, mettons, Investissement Québec, il y a 600 employés. Un autre, le ministère de Fitzgibbon, il y a comme 400... C'est comme, qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est des 200 000 $ par année. C'est comme...
C'est pour ça que quelqu'un comme Éric Duhem peut arriver et dire, moi, je vais couper dans la fonction publique, comme Milei, le Afuera, genre comme... Voilà. Le président de l'Argentine. Ouais, La fameuse vidéo au ministère de la Culture, Afuera. Tel autre ministère, c'est ça, Afuera. exact. Oui. Mais ça a comme été vraiment... Je suis pas sûr que ça va mieux en Argentine en ce moment. Il fait un surplus. Allons parler aux gens dans la rue s'ils ont un surplus pour l'épicerie. C'est vrai, mais les gens, je pense que dans le contexte argentin, les gens sont souvent assez désespérés de l'état de la situation économique. Là. Mais oui. Mais, ouais, non, c'est ça. Moi, mais je sais pas si... on va... dans le fond, qu'est-ce que tu décris une réforme parlementaire, puis tout, genre, juste faisons la souveraineté, bro. Là. Qu'est-ce que ça changerait? Bon, Atteins-tu ton objectif? Ben oui, on recommence. On fait une assemblée législative. Tu veux recommencer à zéro? On fait un Sénat, on fait de quoi de le fun? Là, Non, je comprends. Non, je comprends l'envie de faire, l'envie de faire un projet, mais les grands projets pour l'avenir du Québec, on peut les réaliser. On peut tous les réaliser dans le cadre canadien. Puis dans le cadre canadien, puis il y a toutes sortes d'avantages d'être dans la Fédération canadienne. C'est quand même extraordinaire. Ça a l'air anecdotique. C'est correct, là, que quasiment les 15 dernières années, sauf Harper, à chaque fois qu'il y avait un sommet du G7, le premier du Canada est un Québécois. C'est pas rien. C'est pas rien. Et le Québec a toujours joué un rôle fondamental dans la cohésion puis l'existence du Canada. Je pense que ce qui donne en partie, puis je veux pas réduire le Canada, il ne faut pas être caricatural, mais ce qui donne une coloration, là, ce qui donne quelque chose d'unique au Canada, c'est en partie le Québec. Mais c'est bien que tu dis Pas seulement, mais c'est en partie le Québec. Moi, je vais dire, la seule chose d'original, laissez-moi tranquille, le reste du Canada, il écoute même pas en français, on est 2 heures in. Comme le Québec, c'est tout ce qu'il y a de le fun à propos du Canada, selon moi. On est la meilleure culture, la meilleure musique, la meilleure nourriture, la meilleure littérature. Tout, c'est quand même pas questionnable. Comme ça fait que, tant qu'à moi, c'est pour ça que là, ils ont fait une manif Levin, là, on vous aime juste pour après nous bâcher. C'est comme... ils n'ont rien d'autre. Je peux-tu dire que je suis pas d'accord avec toi sur ça? Moi, je pense au maritime, je pense à la culture, je pense à la culture acadienne. Es-tu déjà allé à St. John's à Terre-Neuve? Non, c'est une des plus belles villes au Canada. Je m'en vais en Acadie cet été. OK. St. John's à Terre-Neuve, c'est une des plus belles... Pour moi, là, j'y suis allé récemment, c'est une des plus belles villes au Canada. Je suis sûr. L'ouest du pays, on parlait des communautés, tu sais, des francophones, que ce soit les franco-manitobains ou les Acadiens, les Premières Nations. Il y a 11 Premières Nations au Québec, en plus des Inuits et des Inuits dans le Nord. Mais je trouve que cet argument-là, l'argument en fait, parler des Premières Nations, c'est le camp de la souveraineté comme un avantage sur eux. Là, parce que, je veux dire, une fois qu'on fait la souveraineté, les accords qu'on va faire avec ces nations-là, je pense que ça va être plus bénéfique qu'être sous la juridiction de la loi sur les Indiens, que je connais pas en détail, qui n'est pas mis à jour, mais qui a beaucoup de critiques. Si on pouvait changer, tu vois, si on pouvait changer la loi sur les Indiens, je le ferais bien. Mais pourquoi on peut pas? Parce que je pense qu'il y a une absence de volonté politique à Ottawa. OK, c'est ça. Il y a une absence de volonté politique à Ottawa. Puis pourtant, on a fait des choses dans les dernières années, ça se voit pas, là. Mais il y a eu une entente entre les Inuits, dans le nord du Québec, qui sont pas sous la loi sur les Indiens par ailleurs, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour donner des super pouvoirs aux Nunavik. C'est une certaine autonomie puis un gouvernement. Alors, ils ont de l'autonomie en matière d'éducation, de logement. Le logement, c'est un enjeu majeur. Et sur certains services sociaux. Puis ça, c'est une entente entre les trois gouvernements. Ça, je pense que c'est des partenariats, puis c'est des choses qu'on peut faire, qu'on a fait, qu'on fait maintenant, d'égal à égal, de nation à nation. T'as pas besoin de la souveraineté pour faire ça. Donc ça, c'est un projet, qui est intéressant. Mais tu disais quelque chose sur la CAQ tantôt. Ce qui était un peu ennuyant avec la CAQ, c'est qu'ils font un peu l'inverse de ce pourquoi ils avaient été élus. Puis tu sais, Éric Duhem le dit souvent, hein? Moins d'employés de l'État, il y a plus d'employés de l'État. On ne va pas jouer dans les structures, ils jouent dans les structures. On crée Santé Québec, on crée mobilité, on crée mobilité infra. En général, de ce concept d'agence, je trouve que c'est comme... J'aimerais ça. Moi, je suis comme n'importe qui. Faut qu'on ait des services de qualité. On paie beaucoup d'impôts, on paie beaucoup de taxes. Et est-ce que ces agences-là vont permettre qu'on ait des meilleurs services? J'espère que oui, mais j'en doute. J'ai l'impression que c'est comme une espèce de... Parce que là, on va attendre que Santé Québec va être mis en place. Ça donne du temps. Mais oui, ça prend du temps. Puis là, après, lui, il dit, ça va commencer à livrer en 2025, 2026. C'est ça qu'a dit Christian Dubé, je pense. Puis le problème de ces réformes-là, Mounir, c'est que ça vient toujours d'en haut, ça vient de Québec. Ça descend en bas.
Et puis, c'est un système qui est compliqué. Il y a des réalités qui sont différentes dans chacune des régions du Québec. Je suis pas sûr que c'est la meilleure façon de réformer la santé ou l'éducation. Je pense que c'est comme inspiré, avec la santé, c'est comme inspiré en Angleterre, c'est comme de NIL, NIH, NHS. Ouais. C'est comme un peu ça l'idée, de faire une agence autonome. Exact. Mais tu sais, pour faire des grandes réformes, pour entreprendre de grands projets, il faut que tu aies une volonté politique avant tout. Et il faut que la politique soit là, puis il faut que les gens soient imputables, responsables, qu'il y ait un leadership politique. Ça ne peut pas être que la machine, ce qu'on appelle la fonction publique, qui va se moderniser ou se transformer. C'est plus que ça. Alors... Parce que dans le projet de loi pour l'agence de transport infra, je ne me rappelle même plus de la mobilité infra, ouais, c'est weird comme nom. Parce qu'ils ont vu que ça a fonctionné avec la CDPQ infra, ils sont comme on va prendre le nom infra, mais c'est comme ça. Ça invoque-tu quelque chose chez les gens? Non, mais dans leur petit monde médiatico-politique, ils sont comme le mot infra, ils buzzent. Mais genre, ça dit qu'ils vont étudier les projets qui sont mandatés par le ministre. Ils vont pas, genre, eux-mêmes trouver des opportunités ou lancer des bureaux. Fait que dans le fond, c'est juste comme un buffer entre les deux. La ministre, elle va juste faire comme nous. Je sais pas comme si elle allait avoir des études indépendantes, des groupes citoyens qui soumettent des choses ou n'importe quoi, des villes qui soumettent à ça. Ça va être comme le ministère qui va. Fait que c'est la même chose. C'est juste, on veut développer l'expertise de faire des grands projets. On n'aurait juste jamais arrêté d'agrandir le métro de Montréal. C'est le vrai problème. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais on l'a fait pareil. C'est qui a décidé de faire ça? C'est ça la vraie question. Je suis bien d'accord. J'aimerais ça que ces réformes-là, Santé Québec, Mobilité Infra, ça aboutisse puis qu'on ait des meilleurs services, une meilleure planification des grands projets en transport puis des meilleurs services en santé. Je suis prêt à donner la chance aux coureurs. Mais est-ce que c'est en jouant uniquement dans des structures que ça va fonctionner? Ça, j'ai des doutes. Ce serait quoi d'abord? Ce serait genre... Je pense que en matière de santé, il faut revoir le système. Il faut probablement donner un plus grand rôle au privé, pas faire payer les gens. C'est pas de ça quand je dis plus grand rôle au privé, mais qu'il y ait davantage de services qui sont offerts par le privé, puis les gens sont remboursés par la RAMQ. Il faut trouver une meilleure manière de le gérer, le système. Il faut trouver une meilleure manière de faire des réformes et apporter des changements. C'est ça qu'il suggère aussi, Éric, mais je me dis à quel point c'est viable, comme que... Parce que pourquoi on fait pas juste ça? Genre, pourquoi on fait pas... On le fait. Non, si on le faisait, est-ce que le privé, ça deviendrait pas genre efficace comme le public? Si on disait... On le ferait la peur. Je pense qu'il y a une peur légitime, c'est que des gens vont se dire, s'il y a plus de privé, ça va coûter plus cher. Ce qui n'est pas forcément le cas. T'sais. Non, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à faire de l'argent avec ça. Parce que, mettons, c'est ça la vraie affaire. Si on fait le privé, ils se font rembourser par la RAMQ. Le monde qui font ça le privé, ils vont trouver une façon d'optimiser les finances de ça pour sortir un certain profit de ça. Puis là, l'idée, c'est que si les gens peuvent faire du profit avec la santé, ben ça va créer des structures qui sont plus grosses. Les gens vont commencer à vouloir faire un modèle d'affaires de ça, ce qui va, par conséquence, comme augmenter le niveau de service aux gens, parce que les gens vont avoir un incentive financier de faire ça. Comme c'est ça un peu l'idée, là, avec tout le conservatisme, c'est comme... Le seul client, de toute façon, dans ce cas-ci, au Québec, si on faisait plus de privé, ce serait le gouvernement du Québec qui paierait. Ouais, exact. Qui paierait. L'idée, c'est que les gens aient des soins plus rapidement, qu'ils aient accès à un médecin ou une infirmière plus rapidement, plus efficacement, et que ça demeure universel. C'est le défi. Et l'autre question de fond, c'est sur un horizon de 60 ans, avec une population qui vieillit, donc des coûts en santé qui augmentent, et de moins en moins de gens qui paient des impôts et qui cotisent, comment tu fais pour financer sur un horizon de 60 ans le système de soins de santé? Ça, que tu sois à droite ou à gauche, là, généralement, ça, c'est la question à 100 000 $. Pose la question à quelqu'un. Ça, plus payer les retraites de tout le monde. Ça, plus payer. Comment tu fais? Comment tu fais? Puis ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que moi, ce qui m'inquiète à long terme pour le Québec, c'est que si on ne fait pas, en matière de santé, d'éducation, d'autres services publics, on ne réfléchit pas à des réformes pérennes sur le long terme, il y a un danger réel qu'on s'appauvrisse, qu'on gagne moins d'argent, que notre qualité de vie baisse, puis que l'avenir des jeunes générations soit moins bonne que celle de leurs parents puis de leurs grands-parents. La réponse d'Ottawa semble être l'immigration à quand même grande échelle. Si on regarde les graphiques d'immigration des 3 dernières années, c'est comme sans précédent au Canada. L'immigration ne peut pas être la solution, mais doit faire partie de la solution. Mais encore faut-il qu'on intègre... Ça ne peut pas être la solution, c'est la seule solution qui... Non, il y a autre chose. Automatisation. Automatisation de certains services. Ça, je pense qu'on n'aura pas le choix. Il y a l'immigration d'un côté, mais encore faut-il qu'on ait des politiques d'intégration qui soient ordonnées. Il faut de l'ordre dans notre système d'immigration. Il n'y a pas d'ordre actuellement. On a accepté un nombre trop grand de travailleurs temporaires. On n'a pas les structures pour les accueillir. Les structures, c'est simple. Hein? Il manque de logements.
Il manque de logements pour accueillir les travailleurs temporaires, par exemple. Ça, c'est un réel enjeu. En région, oui, il manque de logements partout. Mais à Montréal, c'est qu'il manque de logements abordables. C'est pas nécessairement qu'il manque de logements. Comme tu peux trouver un condo à 2000$ par mois, si tu veux, comme demain. Oui, mais la majorité des gens... Exact, c'est ça. C'est comme plus la commodification du logement, puis la spéculation immobilière. C'est comme... Sinon, il y a des logements, là, je peux... Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, de logements abordables, ça, c'est un enjeu. Donc, ça exerce une pression importante. Et tant au niveau provincial que fédéral, là, je pense qu'il faut une discussion sérieuse sur le type de politique d'immigration qu'on veut. Parce qu'on le doit aux nouveaux arrivants qui décident de faire leur vie ici puis de vivre ici. Pour les gens qui vivent ici également et qui sont établis, on doit intégrer, ça doit être fait dans l'ordre, puis il faut mettre en place toutes les conditions pour que les gens puissent s'intégrer correctement. C'est le logement, c'est l'emploi, c'est les services sociaux, par exemple. Puis c'est la culture. Ça, c'est l'école. C'est le rôle de l'école, notamment. Et, excusez-moi, les gars, ça fait combien de temps qu'on est Là, je pense ça fait combien? 1h50. OK. 1h50, ça va être 2 heures. Il va falloir que j'y aille bientôt. Il n'y a pas de stress, mais j'allais achever ça, mais c'est ça le temps qu'on avait. Là, on avait excuse-moi de t'avoir interrompu, alors... Tu m'as pas interrompu, là, c'est toi qui parles. OK. Non, mais ouais. Mais je pense que... parce que après, j'ai pas encore fini qu'est-ce que je pense du mot intégration. Je sais pas à quel point ça met la bonne énergie à avoir. Genre, tu sais, comme Jean-Luc Mélenchon, mettons, lui, il dit... Parce qu'en France, la réalité démographique est tellement comme plus intense, sont collés sur la Méditerranée. Comme les vagues migratoires qu'il y a eu en France, on pourrait même pas ici considérer comme le changement démographique qu'il y a eu en France encore. Puis c'est pour ça que les gens ils sont comme on va finir comme la France. C'est comme non, c'est impossible. Ben pas impossible, mais c'est comme on est tellement loin et c'est tellement tough se rendre ici comparé à comme le monde qui il n'y a pas de frontières aussi en Europe. T'as raison. C'est juste pas la même réalité du tout. Nous on a un océan des deux bords. Nous on a une immigration choisie selon certains critères. Eux n'ont pas d'immigration choisie. C'est ça. Donc déjà, et c'est d'ailleurs un gros débat pour eux, parce qu'il y a des débats depuis longtemps. Juste sur le droit du sol, là. Maintenant, ils veulent enlever le droit du sol. C'est comme le droit t'es né en France, t'es citoyen français. Eux, Zemmour puis Bardella, là, je sais. En fait, je sais pas si Bardella, il veut enlever le droit du sol. Peut-être que le Rassemblement national, c'est de moins en moins clair, parce que là, ils sont de plus en plus modérés là, sur certains enjeux. Donc, nous, on a une immigration choisie. Premier point. Et puis ensuite, je pense que nos défis sont différents. Puis les défis pour le Québec, je pense que les défis pour le Québec, c'est, tu sais, au Canada, ton statut juridique, c'est le fédéral qui te le donne. Mais ton intégration, les conditions d'une intégration réussie, ça, c'est les provinces. Donc, c'est le logement, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est ton emploi, puis c'est l'école pour les enfants. Puis pour t'intégrer, c'est pas compliqué. Si t'es un adulte, tu t'intègres dans le marché du travail. C'est là où tu sais, et si c'est tes enfants, c'est à l'école. C'est à l'école, ouais. Donc, il faut que les conditions soient réunies. Quelle est notre politique en matière d'intégration, par exemple? Ou ce qu'on appelle, c'est un peu pompeux, là, la gestion de la diversité, par exemple. C'est quoi notre vision au Québec? On est une société francophone. On respecte les libertés fondamentales de chacun. Il y a une communauté anglophone aussi. Mais il y a une culture commune qui, elle, est francophone. Bon, comment l'enseigne-t-on? C'est un défi pour nous. Puis cette conversation-là, tu sais, au Québec, on n'a toujours pas de politique claire en matière d'intégration puis d'aménagement de la diversité. Moi, j'ai défendu ce qu'on appelle le modèle d'interculturalisme. Là. Il dit, au Québec, il y a une culture commune à laquelle chacun s'intègre, mais ça ne les oblige pas de renier leur culture d'origine. C'est pas évident, cet équilibre-là à trouver, mais je pense que c'est ce sur quoi on devrait travailler. Mais je trouve que c'est pour ça que quand il y a des gens qui sont comme supposément spécialistes en questions linguistiques qui utilisent la métrique de la langue parlée à la maison, je suis comme, c'est tellement déconnecté de la réalité d'un immigrant de deuxième génération. C'est comme, moi, ma mère, elle parle en arabe mélangé avec le français, mais elle m'a élevé j'ai appris à parler français, on a appris à parler arabe, mais comme, c'est pas, ma mère, elle écoute, on écoutait les LCN le matin, le whatever, là, on écoutait les films québécois ou whatever. Genre, ça n'a pas rapport le fait que quand elle parle avec sa soeur au téléphone au Maroc, elle parle en arabe, puis elle parle c'est comme, ça change rien au fait que t'es québécois, mais ouais, je suis d'accord, le modèle interculturel. Mais merci beaucoup. Attends, j'ai une dernière question. Vas-y, shoot, vas-y. OK. Dans combien de temps tu vas faire la politique?
J'aimerais ça être candidat en 2026. En 2026? Si tu me demandes, évidemment, pour le PLQ, je milite. 2026, c'est là. Ben, j'aimerais, idéalement. C'est la première fois que tu dis ça, genre dans Non, Ah, je l'ai ok. déjà dit. Tu l'as déjà. Non, je l'ai déjà dit. Je te donne pas. Je te donne pas un scoop. Je t'aime beaucoup, Ok. mais c'est pas un scoop. Ça m'aurait pas dérangé de te le donner Ok, comme non, mais le scoop, vrai là. scoop, mettons, la chefferie du PLQ, Non. là, tu vas Non. pas te présenter pour les 2026. Il faut Non. être député avant, comme ça. Non. Puis Oui. non, j'aimerais être député. J'aime le Québec, j'aime la politique. Mhm. J'aime le débat public. Puis j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Mhm. Puis j'aime le débat. Est-ce que Joël Lightbound va se présenter à la chefferie du J'en ai aucune PLQ? idée. Je le connais pas, Joël Lightbound. Ok, mais moi, c'est ça ma Tu théorie. l'aimes bien, toi? Ben, moi, j'ai aimé la sortie qu'il a faite contre Justin Trudeau en 2022 pour les camionneurs. Ouais. Ça, c'était du génie. Mais pour ça, moi, je connais pas comme ça. Là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est lui qui va se présenter. Il a dit qu'il irait pas. Il a dit qu'il irait pas? Non, à Oh moins my God. qu'il change d'avis. Mais il a dit qu'il irait pas. Je pense que c'est quelqu'un... Je l'ai croisé une fois, mais je pense que c'est quelqu'un qui a du talent. Mhm. Je pense que c'est quelqu'un qui a du talent. Mhm. C'est un jeune. C'est ça. Puis je pense qu'en politique aujourd'hui, il faut que tu aies des jeunes. Tu as dit une chose, puis je suis assez d'accord avec toi. Mhm. Beaucoup de gens plus vieux le pensent pas. Non, les idées, ça compte. Mhm. L'authenticité, le style, ça compte, là, mais les Mhm. idées, ça compte. Puis s'il y a Mhm. une chose que les gens aiment pas, là, c'est quand ils savent, c'est quand tes positions sont... quand tu es ambigu. Dis ce en quoi tu crois. Exact. Ça, c'est mon Dis-le, conseil à Gabriel dis-le. Nadeau-Dubois. Ouais. OK. Mais dis-le, tu sais, dis-le, puis c'est comme, tu sais, il y a bien des gens qui vont voter pour toi, même s'ils sont pas d'accord avec tout ce que tu dis. C'est correct, c'est Mhm. pas grave, tu sais, C'est c'est ça. normal. Puis ça montre d'ailleurs que les électeurs sont pas mal matures. Ben oui. Tu sais, Mhm. de toute façon, c'est impossible d'être d'accord avec tout ce que quelqu'un peut dire ou Mhm. défendre, mais tu sais, il faut de l'énergie, je pense, les jeunes, puis je pense que ça, des jeunes comme Joël Lightbound, mais comme d'autres, ont beaucoup de talent. Mhm. Et OK, mais ça va être qui le chef du PLQ? Je Ou sais la pas. chef? je le sais pas. Moi, sais-tu quoi? Mais mettons, tu me le dis pas, mais est-ce que. Non, mais je le sais pas, c'est-à-dire, j'ai pas de... Mais y a-t-il des murmures, genre comme tel. Tu sais, c'est là, tous les paramètres ont été mis par le Il y a parti. la liste des candidats que les médias vont faire circuler, là. Tu sais, t'as François-Philippe Champagne. André Pratt, non? André Pratt, je pense, il va pas. Il a dit Il va qu'il irait pas. François-Philippe Champagne, ça parle de Charles Milliard, par exemple. Lui, il est à la Fédération des chambres de commerce. Ça parle aussi du patron du CPQ, là, le Conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn. C'est des gens qui ont du talent. J'aimerais bien qu'il y ait une femme. Mais c'est des gens qui ont du talent. Tu sais, le PLQ, là, s'il veut redevenir une alternative crédible, il faut qu'il y ait des idées claires, il faut qu'il y ait un message, il faut qu'il incarne l'avenir. C'est pas juste, il faut qu'il incarne, c'est-à-dire voici le projet, là, voici la vision qu'on propose. Je pense que c'est comme ça. Puis il faut qu'il y ait une course au leadership. La dernière course au leadership, il n'y a pas eu de vraie course. C'est la COVID. C'était la COVID. Dominique Anglade est élu par défaut. C'est pas de sa faute à Dominique, par ailleurs. On n'a pas eu de débat. On n'a pas eu de clash d'idées. Il faut des débats, il faut un clash d'idées. Ça, c'est important. Ça va être fondamental pour l'avenir du parti. Je suis d'accord. Mais, moi, je sais pas. Il faudrait peut-être attendre aussi que le monde qui était là pendant les libéraux, il oublie. C'est full flat de finir là-dessus. C'est une joke. J'essayais de faire une joke, puis là, je pensais à voix haute. Ben si c'est un parti, c'est quand même Pendant l'air de environ ton entre 25 et une trentaine de comtés s'il y avait une élection demain. Puis il y a une nouvelle génération qui monte. Puis ensuite, c'est aux gens de juger. C'est aux gens de dire j'aime pas, ça m'interpelle, leurs idées sont claires, ça c'est une alternative. C'est sur ça qu'ils devraient juger les libéraux. Puis il y a plein de partis politiques maintenant au Québec, ça c'est un plus. Puis à eux de décider. Donc c'est Fait divers avec Antoine Diane-Charest. Merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci beaucoup à toi. Puis on se refait ça quand t'es candidat, peut-être? Oui, avec grand plaisir. C'est bien le fun. Mais quand tu vas être candidat pour être premier ministre, genre en 2030. Non, je serai pas candidat pour être premier ministre. En 2030 même? J'ai pas ces plans-là. OK, c'est bon. Bye tout le monde. Salut. Ben c'était ça. Good! T'as aimé ça? Oui? Let's go. Dog One.